Eh bien, bonsoir et bienvenue dans Et si on parlait vraiment d'ufologie. Ce soir, nous allons aborder un thème un petit peu particulier, un thème presque qui est fondateur, j'ai envie de dire, sur l'ufologie. C'est le thème du néo-évémérisme, c'est-à-dire d'où on vient, en tout cas comment l'humanité est apparue sur Terre. Et c'est ce qu'on va essayer de déterminer ce soir avec notre invité, Bleuette Dillot. Bonsoir Bleuette. Bonsoir les garçons, bonsoir Antoine. Et puis bien sûr, pour m'accompagner, eh bien, Monsieur Margret. Salut Marc. Bonsoir tout le monde. On va attaquer la théorie des anciens astronautes ce soir, et puis j'en suis très heureux, car j'ai interviewé justement plusieurs intervenants sur la série américaine très connue, Ancien Alien ou Alien Theory. Et pour compléter tout ça, notre inénarrable Pam dit le Mario Bros de Miasme TV. Salut Pam. Salut, bonsoir tout le monde. Bien content de vous revoir. Bah écoute, nous aussi. Alors Marc, bah écoute, comme tu t'es lancé, tu vas commencer tout simplement. Tu vas nous dire selon toi comment est-ce que tu définirais cette notion de néo-évémérisme. Eh bien, cette notion de néo-évémérisme, en fait, est dérivée d'un philosophe grec, je crois, qui s'appelait Événère, c'est ça? Évémère, pardon. C'est bien ça. Évémère, pas Événère. Et qui, je crois, mettait en avant le fait que les mythes et toutes les légendes étaient réelles, donc avaient un fond de vérité. Et le néo-évémérisme est né avec la théorie des anciens astronautes, en fait, plus récemment, chez des auteurs comme Eric von Daniken, et puis après d'autres chercheurs archéologues qu'on appelle les spécialistes de l'archéologie interdite, parce qu'elle n'est pas la théorie de la Genèse et de nos origines, comme elle est exprimée à travers les dogmes comme le darwinisme, etc., dans le mainstream. En gros c'est ça. Anciens astronautes, comme l'est exposé dans la série américaine que j'ai citée au début, Ancient Aliens en VO, et Alien Theory en traduction française. En gros, pour résumer la dernière phrase finale, c'est simplement poser la théorie, en tout cas en apportant certaines preuves, que l'homme moderne a été créé de toutes pièces par une sorte de biotechnologie extraterrestre. Donc on est une sorte d'hybride créé par des extraterrestres, voilà, par des visiteurs de l'espace. Alors toi, Pam, quel est ton avis à toi sur le sujet? Oui, j'adhère assez dernièrement. En plus, nos dernières modes nous amènent à essayer de redécouvrir nos ADN cachés, soi-disant junk ou inexprimés en tout cas. De nombreux chercheurs arrivent à la conclusion qu'on serait un mix d'à peu près au moins 22 espèces aliens différentes qui sont passées sur la Terre et ont plus ou moins chacune tenté de s'intégrer à la vie terrienne pour une raison ou pour une autre, chacun ayant plus ou moins la sienne. Alors, c'est vrai que pour ma part, quand je me suis intéressé, on va dire, à l'ufologie, donc déjà depuis très très longtemps, je me suis toujours posé la question comment est-ce que les ancêtres voyaient s'ils étaient témoins d'une apparition d'OVNI ou quoi qu'est-ce, comment est-ce qu'ils interprétaient cela, comment est-ce qu'ils le décrivaient. Et au final, moi dans mon raisonnement, je me suis dit il faudrait remonter vraiment à l'origine de tout. Et les plus anciens écrits, en tout cas existants sur Terre, ce sont les écrits des Sumériens. Et à partir de là, j'étais super étonné de voir la cosmogonie des Sumériens qui, traduit dans des termes très scientifiques, très modernes, explique effectivement la création de la race humaine à partir d'un système de géo-ingénierie génétique et d'hybridation. Et donc, à partir de là, je me suis posé la question, est-ce qu'on pouvait avoir des preuves à un moment donné scientifiques sur cette
possibilité-là de l'origine humaine. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis intéressé du coup aux écrits de notre invité, parce que pour le coup notre invité c'est quelqu'un qui, elle va nous l'expliquer elle-même, hein, qui a un bagage scientifique, un bagage historique, qui a fait des recherches de terrain et qui a accumulé un certain nombre de preuves et puis qui a recoupé un certain nombre d'informations. Comment t'en es venu, Bleuette, à t'ouvrir à cette réflexion-là? Parce que quand on est issu d'un cursus comme le tien, historique, t'étais archéologue ou pas, ou historienne, je ne sais plus. Alors, je suis historienne, puisque je travaille quand même sur les mythes, mais bon, je suis quand même paléontologue, c'est-à-dire je suis vraiment, disons que l'homme, c'est vraiment au centre de mon travail, hein, c'est-à-dire l'homme, donc les fossiles humains, etc. Donc, je suis historienne dans le sens que je travaille aussi dans ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire vraiment l'étude des textes. Alors, comment on en arrive là? C'est pas évident. Ouais, c'est vrai que c'est pas très classique, bien que certains chercheurs qui ont un cursus, on va dire, universitaire, par exemple, comme je vais prendre le cas que vous connaissez peut-être, le cas, par exemple, du docteur en biologie moléculaire Pietro Buffa, qui a préfacé mon livre, qui est donc généticien, il est docteur en biologie moléculaire, comme je l'ai dit, et il est arrivé pourtant, au travers de ses travaux à lui, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec la paléontologie, mais qui est vraiment par rapport à la génétique, il est arrivé aux mêmes conclusions que moi. C'est-à-dire, on est arrivé à se dire que l'homme est très certainement un OGM, c'est-à-dire un organisme génétiquement modifié. Et quand on a confronté nos travaux, on ne se connaissait pas encore à cette époque-là, donc on a fini par se rencontrer et mettre nos travaux un petit peu, pouvoir les confronter l'un à l'autre et puis se dire, finalement, on a travaillé sur des voies complètement parallèles, mais on se rejoint complètement. C'est-à-dire qu'on est persuadé, aussi bien à travers la génétique qu'à travers la paléontologie et aussi à travers les textes et à travers les preuves et les faits archéologiques, qu'il y a quelque chose chez l'espèce humaine qui est complètement différente des autres espèces. Comme va dire par exemple Pietro Buffa, il va dire, oui, par exemple, l'être humain est la seule espèce sur Terre qui n'est pas capable de s'adapter à son environnement. Donc, on va voir arriver l'anthropisation, c'est-à-dire que l'humain, n'étant pas capable de gérer son milieu, et pour pouvoir s'adapter, il va devoir arranger son paysage, arranger un petit peu ce qui est autour de lui. Et ça, c'est vraiment unique à l'espèce humaine. Bon, mais il y a des tas et des tas de choses. Et à travers mon livre, moi, je parle surtout de paléontologie, je parle aussi d'archéologie, puisque je vais parler de toutes les dernières trouvailles qui ont été faites au niveau de l'iconographie, par exemple, du croissant fertile, hein, donc l'iconographie aussi qu'on va découvrir sur le temple de Göbekli Tepe. Mais également tout ce qui a un rapport avec l'art pariétal de l'Aurignaciens, de Magdalénien, etc. Finalement, on a des tas de témoignages en archéologie. Seulement, le problème, c'est que souvent, on ne les regarde pas avec un œil neuf et les spécialistes ont trop tendance à regarder peut-être avec des ornières un petit peu, avec des œillères, pardon. Et je pense qu'il faudrait s'ouvrir davantage et on verrait peut-être, on verrait autre chose, complètement, une histoire complètement différente. Et c'est ce que je dis souvent, malheureusement les spécialistes, ils ont le nez tellement collé sur la toile ils connaissent parfaitement ce petit morceau de la toile, du tableau qu'ils sont en train de regarder. Mais s'ils prenaient du recul, ils verraient l'ensemble du tableau. Et malheureusement, chaque spécialité connaît bien son petit morceau, mais finalement, on ne travaille pas suffisamment ensemble pour peut-être voir l'ensemble. Et c'est justement, je pense qu'il faudrait faire maintenant, c'est s'ouvrir à d'autres disciplines et peut-être essayer d'envisager quelque chose de plus large pour pouvoir peut-être travailler
plus à notre aise, à comprendre certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, un paléontologue, je pense que la première chose maintenant qu'il devrait faire, c'est vraiment connaître la génétique. Ça, je pense que maintenant, c'est indispensable, connaître bien la génétique et connaître aussi tout ce qui touche l'astronomie, par exemple. Voilà, ça, pour moi, ça me paraîtrait un peu assez évident, c'est-à-dire de pouvoir s'élargir. Voilà ce que je pense, moi. Et je pense que c'est en m'élargissant sur tous ces domaines que j'ai pu arriver à trouver tout ce que j'ai découvert. Est-ce que tu as l'impression qu'ils ne cherchent pas vraiment à trouver une continuité en omettant complètement des énormes catastrophes qui ont eu lieu, a priori, de nombreuses fois, Velikovsky ayant parlé d'une espèce avec une amnésie, sous le coup d'amnésie? Oui, oui et non. C'est-à-dire que je pense que je pense que les spécialistes ont peut-être pas forcément envie de voir certaines choses, c'est-à-dire dans le sens que, bon, il faut bien se reconnaître que les grands ponts de la paléontologie, de l'archéologie, de l'égyptologie ont des travaux derrière eux qui sont très très solides. Je pense par exemple, j'ai rien contre Yves Coppens, par exemple, il a des travaux qui sont extrêmement solides et il a des idées qui sont extraordinaires, et c'est un grand découvreur. Hein. Mais bon, malheureusement, certaines de ces théories sont en train de tomber à l'eau. Oui, Lucie, ça ne tient pas beaucoup. Oui. Ils sont en train, par exemple, alors je ne parle pas de Lucie, mais je parle par exemple de sa théorie, par exemple sur l'adaptation au milieu, qu'on appelle l'adaptation, c'est les style story, hein, c'est-à-dire que bon, on connaît un petit peu cette théorie qui est très très connue. Quand en Afrique, la faille du Grand Rift a séparé le continent africain en deux parties, on avait une souche de primates primitifs qui s'est donc séparée, c'est-à-dire que l'un est resté dans la savane, l'autre est resté dans les arbres hein, de la forêt. Et pour Yves Coppens, on sait une chose, c'est que voilà, la souche de primates qui va arriver au-dessus de la savane va se redresser au-dessus des herbes pour voir arriver les prédateurs, pour pouvoir chasser, etc., pour pouvoir se protéger. Et grâce à ça, il va se redresser, il va marcher debout et en libérant ses mains, on va aller vers une encéphalisation beaucoup plus large avec le temps. Des australopithèques, on va arriver tout doucement avec le temps au genre Homo, etc., Homo erectus, etc. Mais on s'est rendu compte que cette théorie ne tient plus la route. Pourquoi ? Parce que on a découvert en 1995, si ma mémoire est bonne, un fossile pratiquement complet à 95%. Et ce fossile, on l'a trouvé en Afrique du Sud. Il s'appelle Littlefoot. Il est complètement arboricole. Il n'a aucun signe d'adaptation à la savane. Et pourtant, il est déjà redressé. Donc, la théorie ne tient plus. Et si la théorie ne tient plus, il faut qu'on se dise, le redressement de l'homme, la bipédie s'est faite il y a environ moins 6 millions d'années, entre moins 6 millions d'années et moins 7 millions d'années, mais on ne sait toujours pas pourquoi. C'est arrivé assez brutalement, c'est indispensable, c'est-à-dire c'est ce qui va amener les hominidés jusqu'à nous, mais le redressement, on ne sait toujours pas pourquoi il s'est opéré. Donc, moi, évidemment, je soutiens une théorie que j'avance dans mon livre, évidemment, mais voilà, donc on se rend compte d'une chose, c'est que la théorie d'Yves Coppens et des autres paléontologues ne tient plus la route. Alors, à propos de bipédie, il me semblait que le genre Homo n'avait pas de fossiles. Ah si, oulala, si, on en a beaucoup. Mais tout ce qui est, ça, nous avons ce qu'on appelle le genre Homo, attention, hein, on parle d'habilis, Homo erectus, et puis Homo sapiens, et Néandertal, c'est aussi partie du genre Homo. Hein. Alors, nous avons beaucoup d'ossements fossiles. Et est-ce qu'on peut attribuer à une erreur de datation c'est où partent ces artefacts déplacés qui sont vieux de millions d'années aussi, voire de milliards pour certains? Alors, moi, personnellement… c'est une extinction qui revient et qui relance tout le processus et on repart… Alors, moi, je parle effectivement d'un Oupart dans mon livre, effectivement, oui, je parle d'un bracelet en obsidienne. Alors, il ne remonte pas à cette date-là, il remonte à moins de 10 000 ans, mais c'est déjà énorme, c'est déjà énorme. Et ce bracelet est c'est un fragment hein, en obsidienne qu'on a retrouvé dans vraiment un petit village pré-agricole vers l'Anatolie.
Et c'est vrai qu'il est taillé pratiquement au micron près. C'est un bracelet, enfin c'est un fragment d'obsidienne extraordinaire. Bon, bien sûr qu'il y a eu des tas d'études qui ont été faits sur ce fragment de bracelet. J'en parle d'ailleurs dans mon livre. Et il est tellement étonnant que les gens qui l'ont étudié ont dit qu'il aurait pratiquement fallu une machine-outil pour le faire. Mais d'un autre côté, il y en a d'autres qui vont vous dire bah non, c'est possible de le faire avec des pierres ponces, des choses comme ça, d'arriver à le poncer. Mais il faut remettre les choses à leur place. À l'époque, il y a moins de 10 000 ans, on est à l'époque du Natoufien. Le Natoufien, c'est vraiment c'est les derniers chasseurs-cueilleurs. On est tout au début de la sédentarisation de l'homme. On est dans vraiment des maisons pratiquement semi-enterrées. Ils n'ont même pas inventé la brique. Hein, je veux dire, même la brique qui va être… ils ne l'ont pas inventée et pourtant, ils sauraient, d'après des spécialistes, déjà tailler l'obsidienne, qui est un verre minéral volcanique extrêmement dur. Ils seraient arrivés à le tailler pratiquement presque au micron près et ils ne sauraient même pas ramasser du blé. Ils n'étaient même pas sédentaires ou tout juste. Enfin, vraiment, non, ça colle pas. Voilà, ça colle pas. Maintenant, après, il y a des parts de millions d'années, honnêtement, Alors, je ne pense pas que les zooparts datent de millions, voire de milliards d'années. Milliards, c'est juste impossible, Pam. Je ne sais pas où tu as sorti cette info. Ce sont les sphères qu'on a trouvées en Afrique du Sud, au diamètre desquelles, certaines, il y a trois rayures qui font le tour. Je crois que c'est les Klecksdorf sphères, et qu'on date à 2,5 milliards d'années. Mais sinon, il y en a d'autres. Hein. J'ai quand même des gros doutes là-dessus. Ça me paraît très peu probable, Pam. De 2 milliards d'années, ça fait quand même un bail, quoi, si tu veux. T'as tout qui est érodé. Un trou de mine avec des gens qui traversent des strates très très anciennes et qui perdent leurs outils ou qui se font ensevelir. Et tu vois, on retrouverait ça par la suite et on fera un amalgame indésirable. Je ne l'exclus pas. Hein, non. Mais bon, il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Pour revenir à l'intervention exogène dans l'évolution de l'homme, en tout cas de ce qui est devenu l'Homo sapiens sapiens, pour toi, Bleuette, et puis après je poserai la question au garçon, tu le situes à quel niveau dans la lignée de l'espèce de l'hominidé? Tout à l'heure, tu as parlé de l'Homo erectus. Je sais que dans tes écrits ou dans des conférences que tu as faites, tu parlais de l'époque de l'Homo sapiens sapiens, voire même, j'ai appris qu'il y avait plusieurs époques sapiens sapiens, au moins 3 je crois. Voilà, où est-ce que tu situerais toi cette fameuse intervention exogène? Alors, où je situe cette intervention? Alors, moi, je n'en situe pas qu'une. Déjà, je pense, pour arriver au stade où on en est à l'heure actuelle, il a fallu plus, pour moi, hein, c'est mon intime conviction, pour moi, il a fallu plusieurs interventions. Et la toute première, pour moi, c'est celle dont je parlais tout à l'heure. C'est l'acquisition de la bipédie, c'est-à-dire le redressement. Hein. Donc, pour moi, si vraiment il y a eu une intervention, elle est arrivée, la toute première, elle est vers à peu près moins 6 millions d'années. C'est-à-dire que pour moi, quand l'homme s'est redressé, enfin quand l'hominidé s'est redressé, le primate s'est redressé, ça s'est fait assez brusquement, certainement. Et je pense que pour moi, c'est une évidence, ça n'est pas arrivé comme ça par hasard, c'est pas un accident génétique. Et il y a plusieurs choses qui vont venir à l'appui de cette hypothèse, on va dire, parce que c'est quand même une hypothèse, hein, bien sûr. Je dis pas que j'ai forcément raison, mais par exemple, il y a une chercheuse au CNRS qui s'appelle Anne d'Ambricourt-Malassé, qui a fait des recherches particulières, par exemple, sur le sphénoïde, c'est-à-dire l'os sphénoïdal qui est à la hauteur des yeux, hein, qui est un des os du crâne. C'est le premier os du crâne qui va se développer dans les premières semaines de la vie. Il est très particulier, cet os du sphénoïde chez l'être humain, c'est qu'il est légèrement replié sur lui-même. Il est très légèrement replié sur lui-même. Et ça, c'est unique à notre espèce. L'os sphénoïdal existe chez les autres mammifères, chez les autres espèces, mais il est plat. Il est complètement plat. Et
chez d'autres espèces, il est très, très légèrement replié. Mais replié comme chez nous, non, on est vraiment les seuls. Et le plus fort, c'est qu'elle a fait de nombreuses études sur ce sphénoïde, et elle s'est aperçue d'une chose, c'est que le sphénoïde au niveau du crâne s'est replié 5 fois en 6 millions d'années. Et à chaque fois qu'il va se replier, il va y avoir une espèce un peu plus redressée. On va à chaque fois retrouver une espèce un petit peu plus redressée. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que ces 5 fois, on pourrait se penser que peut-être c'est un simple accident génétique, mais bon, il faut reconnaître qu'un accident génétique, c'est déjà extrêmement rare, hein, mais qu'il va se replier 5 fois dans la même direction et à chaque fois un peu plus, c'est, comme le dit Anne d'Ambricourt, elle le dit à un moment donné, c'est tellement inexplicable qu'on pourrait penser que, et pourtant c'est une chercheuse au CNRS, hein, c'est pas quelqu'un d'atypique ou quelque chose comme ça, non du tout. Elle pense que peut-être il peut y avoir une espèce de mémoire de nos cellules, c'est-à-dire parce qu'une mémoire interne qui va faire qu'on va avoir cette continuité dans le temps. Mais sur 6 millions d'années, c'est énorme, c'est énorme. Et moi, je pense que où il y a vraiment eu quelque chose, vraiment une sorte de mémoire interne qui nous a été peut-être implantée, ou peut-être à chaque fois, on peut y voir, je ne sais pas, une sorte d'intervention génétique extérieure qui va nous amener jusqu'à l'homme d'aujourd'hui. Mais maintenant, voilà, ça reste évidemment à démontrer, mais ce simple fait d'avoir un sphénoïde complètement différent des autres espèces, pour moi, c'est une preuve pratiquement que nous sommes complètement différents des autres espèces et qu'il y a eu certainement, je pense, une intervention pour amener l'homme jusqu'à... C'est pour moi une volonté délibérée. Je ne pense pas que ce soit le hasard de mutation génétique. Pour moi, c'est juste impossible. Alors, on reviendra, Bleuette, sur ces différentes phases. Donc, tu vois, là, j'apprends ce soir que finalement, toi, tu vois plusieurs interventions. Alors, je l'apprends, on va dire, de ta bouche. Après, il y a d'autres auteurs auxquels je me réfère, comme Anton Parks, où effectivement, il explique que il y a eu plusieurs interventions, plusieurs espèces humaines avant d'arriver à la nôtre. Mais je veux me retourner vers Marc. Et oui. Je voulais te demander, Marc, comment est-ce que toi tu vois, ou par rapport à tes recherches et tes connaissances, s'il y a réellement intervention exogène, comment dans la pratique ça pourrait se produire? C'est-à-dire que est-ce que il y a une bande d'aliens qui prendrait X individus et puis il les mettrait ensuite dans la nature? Est-ce qu'on a des informations comme ça là-dessus? On a des informations sur l'interprétation des tablettes sumériennes. Après, si on s'en réfère à Zecharia Sitchin, si on fait une analyse de ses allégeances, c'est pas très brillant dans la mesure où il était copain d'école, enfin à Oxford avec les Rothschild. Après, il était très copain avec le Vatican. On le soupçonne d'être d'ailleurs un agent du Vatican, de la désinformation. Donc, le problème, c'est qu'on a énormément d'informations contradictoires et je dirais, il y a énormément de preuves, si on peut considérer ça une preuve, d'apport exogène dans notre histoire, puisque si on analyse les anciens écrits, c'est décrit partout, hein, des êtres qui viennent du ciel, dans les Védas, dans la Bible des Mayas, le Popol Vuh, qui également parle d'une terraformation de la Terre. Donc il y a une intervention externe chez les Dogons au Mali et un peu partout dans les peuples premiers, les aborigènes, etc. On parle d'être venus du ciel, chez les Amérindiens également. Donc si on s'en réfère aux cultures de toute la planète, on parle d'intervention extérieure. Si on se réfère aux écrivains des années 60 et 70, de von Daniken et du pan très très maçonnique quand même d'Alien Theory, voilà, ils ont fait énormément d'épisodes, et d'ailleurs leur société de production s'appelle Prometheus, hein, donc qui était l'agent de Lucifer. Donc c'est pas une preuve, c'est simplement le tournant, le virage qu'a pris depuis le début cette série pour essayer de pousser vers l'extrême l'intervention exogène sur notre planète, tout explicable pour eux à partir d'extraterrestres.
ce qui n'est évidemment pas prouvable. Bah, il me semble que c'est le même problème là avec Sitchin. Sitchin a peut-être bien traduit, c'était après mal interprété, et on en arrive tout de suite au fait que les Anunnaki nous auraient créé, ce qui nous affilie aux Anunnaki. Et de la même manière, après, les autres théories, là, celle dont tu viens de parler, peut aussi avoir des bases fondements, mais qui, donc les ayants droit, si on peut dire, hein, le pouvoir qui ne devrait pas être, on va les appeler, voyant qu'il y a une découverte qui va être inarrêtable, décident, ils orientent l'interprétation, ce qui fait que ils ne perdent pas complètement sur tout le tableau, quoi. Donc, avant de mettre un nom sur nos potentiels créateurs, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est vraiment comment techniquement ce serait possible, voilà, en étant une espèce alien extrêmement évoluée, de pouvoir s'ingérer dans une planète et prendre une espèce de la planète pour la rendre finalement, c'est quoi, intelligente. L'hybridation, on est capable de la faire aujourd'hui, nous. Donc voilà. Et on a aussi tous les témoignages d'abductés, de contactés qui sont pris dans des bases souterraines ou à bord de vaisseaux et qui parlent de... Oui, mais est-ce qu'il suffit d'avoir un couple, comme dans la Bible, hein, Adam et Ève, ou 7 couples, comme dans l'Arche de Noé, où Noé fait rentrer dans l'arche les espèces domestiques par 7, donc pour pouvoir ensuite refaire une population. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à imaginer, c'est comment est-ce qu'ils s'y prennent, s'y seraient pris techniquement pour pouvoir, une fois les avoir hybridés, pour pouvoir développer cette hybridation sur toute l'espèce. On a le niveau, après on fait comme nous, on prend des espèces et on les teste petit à petit, on revient 15 jours après, on regarde ce que ça a donné, on prend des souris parce qu'il y a 3 gestations par mois et ça va plus vite, et puis l'homme, peut-être qu'avant il vivait effectivement plus longtemps, on raccourcit sa durée de vie de façon à aussi avoir des résultats plus rapides, et puis finalement pour nous, ça c'est le bon côté, une évolution plus rapide, à condition que celle-ci nous plaise. Oui, et donc ça signifie que, et ça irait dans le sens de ce que disait Bleuette, ça se ferait quand même sur plusieurs générations, voire même plusieurs centaines de générations. Donc sur un laps de temps, je ne sais plus, tu parlais de 6 millions d'années, Bleuette, pour arriver à obtenir le résultat final. Je voudrais te dire quelque chose. Non, justement, c'est beaucoup plus rapide. Je vais prendre le cas, par exemple, d'un petit lézard du Mexique qu'on appelle l'axolote. On est arrivé, si tu veux, à donner, donc, on a fait une injection, si tu veux, c'est un petit lézard aquatique hein, qui vit dans l'eau, hein, qui est équipé de branchies, hein, si tu veux, et on lui a fait donc plusieurs injections en laboratoire, hein, et notamment d'une hormone qui va générer, c'est un petit peu, qui va modifier, si tu veux, ce qu'on appelle les gènes OX, c'est-à-dire les gènes architectes. On lui a fait donc une piqûre de temps en temps, comme ça, et en quelques jours, ça a modifié complètement son organisme. Il est sorti de l'eau, et donc, si tu veux, en quelques jours, ses branchies ont complètement régressé, et il a été équipé de poumons, si tu veux, et il est sorti de l'eau. Donc, on se rend compte, et ça, je vais te dire, on peut le regarder, elle existe, on le voit sur certaines vidéos, on voit la transformation de l'axolote qui va sortir de l'eau grâce à la modification de 2 à 4 gènes architectes. Donc, ça va vraiment modifier tout son organisme en profondeur. Donc, si tu veux, à l'heure actuelle, on est tout à fait capable de modifier l'organisme en modifiant les gènes, vraiment ce qu'on appelle les gènes architectes chez n'importe quel animal à l'heure actuelle. Hein. Chez l'homme, bon, c'est interdit bien sûr par l'éthique, mais on pourrait le faire. Donc, je ne vois pas pourquoi une civilisation très très avancée n'aurait pas pu faire la même chose, déjà. Et même si elle a simplement voulu modifier quelques gènes ou apporter quelques gènes qui leur étaient propres, pouvoir le transposer sur la créature primitive, par exemple, hein, puisque on a des textes sumériens qui disent que les dieux ne sont pas partis de rien pour fabriquer l'homme. Hein, ils ont apposé l'image des dieux sur la créature primitive. Hein, c'est vraiment dans les textes.
Donc, voilà, pourquoi, si nous, on est capable de le faire, pourquoi eux n'auraient pas été capables de le faire? Donc, en faisant quelques premiers spécimens, quelques premiers hybrides, je veux dire, après, ils avaient qu'à les laisser partir dans la nature et bon, ils continuaient, voilà, hein, ils se sont tellement peuplés, hein, on a même dans la mythologie grecque, dans la mythologie sumérienne, les hommes se sont multipliés tellement vite que les dieux en ont eu tellement marre qu'ils ont voulu les détruire, hein. Zeus voulait détruire l'humanité, donc là, pareil, Enlil, chez les Sumériens, voulait détruire les hommes, et c'est pour ça qu'il aurait fait un déluge, etc., pour pouvoir les détruire, tellement ils se sont multipliés rapidement. Donc, je pense pas que ça a mis très très longtemps, hein. Peut-être pour certaines modifications. Il voulait peut-être apporter une sorte de modification physiquement ou peut-être au niveau de l'encéphalisation, un cerveau plus grand. Là, ça a peut-être été plus long. Mais je pense que pour créer vraiment l'homme, je ne pense pas que c'est mis très très longtemps, hein. Apparemment, ni les textes ne le disent. Et à l'heure actuelle, ce qu'on est capable de faire sur l'axolote, je pense qu'ils ont pu le faire sur des êtres qui sont devenus humains par la suite. Pour moi, c'est assez évident. De toute manière, on est limite dans du X-Men, c'est-à-dire avec un système de gaz mutagène, et puis effectivement, tu peux du coup répandre ça de façon vraiment globale sur toute une population, et puis revenir peut-être quelques années après pour voir ce que ça donne. Donc ça peut aller effectivement très 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 vite. Alors toi, du coup, par rapport à tes recherches, quelles étapes tu as pu déterminer qui étaient vraiment flagrantes par rapport à la mutation de l'espèce humaine? Alors, je n'ai pas le temps là ce soir de tout dire, hein, mais bon, on va parler aussi, par exemple, pour moi, il y a un cas très très particulier, c'est vraiment le cas vraiment de l'encéphalisation maximum, on va dire, du cerveau de l'homme. Pour moi, c'est moins 12 000 ans, à peu près. Moins 12 000, moins 10 000 ans. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour moi, c'est une évidence, hein. Quand on va commencer des premiers hominidés qui vont apparaître, hein, c'est-à-dire à peu près vers moins 6 millions d'années, là, on remonte toujours pareil vers le redressement, jusqu'à moins 33 000 ans, moins 30 000 ans à peu près, quand on va arriver à Homo sapiens et Néandertal, hein, qui cohabitent, puisque Néandertal va disparaître en moins 33 000 à peu près. L'encéphalisation va se faire de façon progressive, donc à peu près on a un volume crânien, donc pour les premiers australopithèques d'à peu près 650 cm3 environ, hein, 550 à 650. On va monter, on va vers Homo erectus qui a environ 1000 cm3 au niveau de sa boîte crânienne, ce qui est déjà nettement supérieur, et on va monter comme ça, et on va arriver jusqu'à une encéphalisation, donc le volume de la boîte crânienne de Homo sapiens archaïque, attention, et de Néandertal qui va arriver vers 1650-1700, c'est-à-dire qu'on les appelle des dolichocrânes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment des crânes allongés, des crânes vraiment volumineux, hein, parce que c'est quand même beaucoup, hein, 1700. Hein. Et il va arriver un moment où nous allons tous devenir brachycrâne, c'est-à-dire vraiment le crâne beaucoup plus comme le nôtre à l'heure actuelle, c'est-à-dire petit et rond. Alors, on s'est souvent demandé quand est-ce que va apparaître cette différence. Pourquoi tout le long de toute l'encéphalisation s'est toujours faite vers le haut, c'est-à-dire en augmentant, et à un moment donné, vers le néolithique, au début du néolithique, vers moins 12 000 ans, on va avoir, au contraire, ça va régresser d'un seul coup, on va diminuer, au lieu de continuer à grossir, notre crâne va devenir beaucoup plus petit, d'un seul coup. Mais parallèlement à ça, on va avoir les débuts de la sédentarisation, ce qu'on appelle vraiment, c'est le Big Bang général de la culture qui va arriver, on va vers une grande spiritualité, on va découvrir l'agriculture, etc., au moment où nous allons devenir brachycrânes. C'est-à-dire que nous allons devenir vraiment un crâne qui n'est plus du tout, c'est-à-dire qu'on est à environ 1350, 1450 cm3 au lieu de 1650, 1700. Donc, on a quand même une diminution importante. Et effectivement, on le sait comment, par exemple,
il y a eu, par exemple, des travaux qui ont été faits sur ce qu'on appelle l'intérieur vraiment du crâne. Et on voulait savoir si c'était vrai. Donc, on a comparé des crânes de cette période-là, dans moins 33 000 ans environ, on en a comparé plusieurs, et des crânes modernes. Hein. Donc voilà, donc savoir un petit peu s'il y avait une grosse différence. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, nous avions perdu, entre moins 33 000 ans et maintenant, environ 20 à 25% de notre grosseur de crâne, quoi, de notre taille de crâne. Et donc voilà, donc c'était à la limite, on ne le comprend pas, puisque c'est vrai que c'est toujours allé en augmentant. D'un seul coup, ça va diminuer, on ne sait pas pourquoi. On n'a pas d'explication à l'heure actuelle. La seule chose qu'on se rend compte, c'est que cette diminution de volume va au contraire améliorer l'intelligence de l'homme. On pourrait penser que c'est l'inverse. Eh bien, pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on va dire, on est dans une capacité restreinte de la boîte crânienne, on est dans cette capacité restreinte, il va falloir que le cerveau s'adapte. Et pour s'adapter, qu'est-ce qu'il va faire, le cerveau? Il va tout se replier. Et le néocortex qui est autour, c'est complètement replié. Ça a fait plein de petits plis, voilà. Donc, et grâce à ça, tous les neurotransmetteurs se sont rapprochés, sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fonctionnels, et bien sûr, on transmet l'information beaucoup plus vite, et l'intelligence en est accrue. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont à l'heure actuelle pratiquement inexplicables. On ne sait pas pourquoi c'est arrivé. Donc voilà, pour moi, ça c'est une aussi des raisons qui fait que je pense qu'à un moment donné, il y a eu une intervention à ce moment-là. Une intervention peut-être pour presque améliorer les choses. Donc, bien sûr que là, je vous le fais vraiment très, très simplement. Dans mon livre, c'est expliqué beaucoup plus clairement. Il faut vraiment rentrer dans des détails parce qu'il y a aussi des détails génétiques. Je parle notamment d'un des gènes qui est très, très important à ce niveau-là, c'est le gène FOXP2. J'en parle longuement dans mon livre. C'est assez complexe, donc on ne peut pas rentrer comme ça très, très facilement pour comprendre tout ça. Mais disons que je vulgarise assez mes travaux pour que ce soit accessible, bien sûr, pour tous les gens qui pourraient lire, tous mes lecteurs. Mais voilà, je pense qu'à ce moment-là, il y a eu une nouvelle intervention génétique qui va faire que l'homme va complètement se détacher cette fois de l'espèce humaine, de toutes les autres espèces animales. Parce que c'est vrai que là, on se rend compte qu'on est complètement différent. Pourquoi? Parce que là, on va adapter, c'est-à-dire que toutes les autres espèces subissent la nature. Jusqu'à présent, on a toujours subi la nature. Et là, d'un seul coup, on ne la subit plus. C'est nous qui allons la maîtriser. Et donc là, il faut vraiment, il faut une autre forme de conscience. On va aller vers aussi l'abstraction en général, c'est-à-dire la musique, l'art, le symbole, l'écriture. Et ça, c'est vraiment, on arrive à un tel niveau de conscience que dans toutes les autres espèces n'arriveront jamais à cet état de conscience. Et donc voilà, c'est là qu'on se rend compte que forcément, il y a eu quelque chose de particulier chez notre espèce qui va faire qu'on est complètement différent. Est-ce que c'est la période décrite par Edmond Mariage, qui parlait des Shining Ones, ceux qui brillent? Alors là, je ne peux pas te dire, je ne connais pas du tout. La période d'épée au nord du Liban. Là, c'est toute la période, donc c'est la fin du paléolithique et le début du néolithique. Hein, donc c'est là où va apparaître le temple de Göbekli Tepe, on n'en a pas encore parlé, donc je ne sais pas si on en parlera. Donc voilà, oui, effectivement, que dans cette période-là, c'est le néolithique, c'est vraiment la période où l'homme va vraiment faire un tel bond que même les grands spécialistes, les paléontologues, l'appellent le Big Bang du cerveau. Pourquoi le Big Bang du cerveau? Parce que justement, on se rend compte qu'à ce moment-là, le cerveau va complètement, va tellement exploser, on va dire, d'une certaine façon, que l'homme va découvrir des choses qu'il n'a jamais découvert jusqu'à présent. Il avait toujours été un chasseur-cueilleur, un nomade. Là, d'un seul coup, il va y avoir une telle révolution de pensée que l'homme va se sédentariser, il va découvrir l'agriculture, etc. Et c'est à partir de ce moment-là. Donc vraiment, on est dans une période qui n'a rien à voir avec tout le reste. Et si on imagine qu'on arrive à activer les 80% d'ADN non codant qu'on n'arrive pas, ADN poubelle,
qu'on n'arrive pas à activer aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu déjà une désactivation depuis la Genèse? Est-ce que on ne serait pas, avec peut-être la hausse des fréquences vibratoires, en train de réactiver quelque part cet ADN poubelle qu'on appelle poubelle parce qu'on ne sait pas l'activer en fait. Il a été désactivé au départ. Et après, que penses-tu des crânes allongés, Bleuette, dans l'histoire? Ah, voilà, oui, alors c'est là où on m'a dit que c'est vrai que là, c'était complètement… Je vais à contre-courant de ce qu'on pense en général. Voilà. Pour la plupart des gens, ils vont vous dire, ben voilà, on a le crâne allongé, ce sont vraiment des aliens, ce sont vraiment la preuve qu'il y a eu des extraterrestres, qu'ils étaient beaucoup plus intelligents. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, même pas d'accord du tout. Voilà. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, on était, nous, en tant qu'humains, en tant qu'espèce, on arrivait à être dolichocrâne. On était pratiquement tous partis pour être dolichocrâne. On était tous avec des crânes longs, allongés, pratiquement au départ. Les premiers qu'on appelait les hommes de Cro-Magnon, c'est un terme qu'on n'emploie plus, mais qui vraiment explique bien que ce sont… c'est Homo sapiens, mais Homo sapiens… dolichocrâne, c'est-à-dire avec un crâne beaucoup plus gros que le nôtre à l'heure actuelle. Et c'est parce que notre crâne est devenu plus petit que nous sommes devenus plus intelligents. Donc, je ne pense pas que ce soit une preuve d'une intelligence supérieure ou d'une essence supérieure parce qu'on a un crâne long. Pour moi, c'est même plutôt l'inverse. Je pense que parce qu'ils avaient ce crâne long, ils étaient presque plus archaïques, je veux dire. Et voilà, moi je pense, et ça c'est une… Bon, je vais soutenir cette théorie dans le nouvel essai que je vais sortir fin octobre, début novembre, là. Je pense, moi, au contraire, que si… dans le monde entier, on va retrouver des peuples qui ont fait ce qu'on appelle vraiment une intervention particulière au niveau du crâne pour pouvoir l'allonger. C'est-à-dire, ils vont en faire une déformation volontaire du crâne. C'est très, très connu, c'est très répandu. Ça s'est fait pratiquement à toutes les époques et pratiquement un peu partout. Hein. Même les Huns, vous prenez Attila, il avait vraiment un crâne en pain de sucre, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un petit peu partout. Et pour moi, c'est pas parce que ce sont des extraterrestres qui ont fait quelque chose à ce niveau-là, ou que ce soit des extraterrestres ou autres, même les Paracas et tout ça. Je pense que c'est l'inverse. Je pense qu'on a plutôt une volonté de certaines personnes, on va dire, de cette époque-là, de gens qui étaient de renouer plutôt avec la véritable Homo sapiens, c'est-à-dire celui qui n'a pas été modifié génétiquement pour devenir brachicrâne. Je pense qu'il voulait renouer avec le véritable Homo sapiens, et pas l'Homo sapiens qui a été complètement, on va dire, hybridé par les visiteurs, par les autres, comment vous pourrez les appeler. Voilà, je pense qu'ils ont voulu, pour moi, ce sont vraiment les premiers rebelles de la religion, de la spiritualité. Je pense que moi, je me mets un peu à leur place. Je me dis, voilà, on imagine, voilà, les Anunnaki, les dieux géants, les autres, les visiteurs, vous les appellerez comme vous voulez. Ils arrivent d'une autre planète. Donc, ils arrivent sur Terre, ils s'implantent, ils commencent à modifier un petit peu génétiquement les espèces qu'ils vont trouver là sur place. Et c'est vrai que peut-être, il y a des gens qui les ont peut-être adulés en disant, ben voilà, c'est des dieux, etc. Mais peut-être qu'il y en a d'autres qui, loin de les aduler, ont peut-être été complètement rebelles à tout ça. Donc voilà, je pense qu'ils ont peut-être essayé de renouer avec une espèce plus archaïque, la véritable espèce humaine qui aurait dû continuer à évoluer au niveau du crâne très long, comme c'était à la base. Et pour moi, c'est l'inverse de ce que pensent les autres. Voilà, moi, je le pense comme ça. J'essaye de vraiment décrire tout ça dans mon livre pour essayer de faire comprendre que peut-être, pour moi, les dolichocrânes, c'est vraiment l'espèce humaine telle qu'elle aurait dû être pratiquement. Et non pas celle que, je sais pas, pour moi, le fait que nous soyons devenus tous pratiquement brachicrânes, c'est pas un hasard. Je pense que ce sont vraiment des gènes qui ont été implantés, qui ont fait que notre cerveau est devenu plus petit pour être plus réceptif. Et je pense que, voilà, que certains
on va dire, rebelles, on va dire, un petit peu, qui n'étaient peut-être pas d'accord avec les dieux, qui ne les acceptaient pas, voilà, sont peut-être essayé de redonner à leurs enfants, à leur peuple, le crâne qu'ils auraient pu avoir si il n'y avait pas eu de modification génétique avant, à la base. Voilà, moi, c'est ce que je pense, très sincèrement. Bon, pourquoi on attribue beaucoup ces crânes justement à des lignées royales et que ces gens qui déforment les crânes de leurs enfants donnaient toujours les 3 raisons suivantes, hein, ressembler aux ancêtres, ressembler à les rendre plus intelligents et les rendre plus beaux. Donc, quelque part, il y a toujours… Moi, je pense une chose, parce que déjà, c'est vrai qu'on dit que donc, pour ressembler à nos ancêtres, oui, parce que nos ancêtres étaient comme ça, et pour retrouver quoi? C'est-à-dire peut-être aussi un 6e sens que nous avons perdu. Regardez-nous maintenant par rapport aux animaux. Par rapport aux animaux, on est peut-être plus intelligent, mais à côté, on a perdu énormément. On a perdu ce 6e sens, on a perdu plein de choses. Les animaux ont des facultés que nous n'avons plus du tout. Et je pense que Néandertal était certainement beaucoup plus proche de la nature, il était certainement beaucoup plus proche de la vérité presque. Il était, et Homo sapiens, avant aussi, quand il était dolichocrâne, il avait certainement des facultés je ne sais pas, presque de télépathie, de tas de choses que possèdent par exemple les animaux. Les animaux sentent, par exemple, quand il va y avoir un séisme, et tout, nous, on ne sent rien du tout. On a complètement perdu. Et je pense que en devenant dolichocrâne, en voulant vraiment redevenir… c'est vrai que ces lignées-là voulait, à mon avis, vraiment ressembler à ces gens-là, c'est-à-dire renouer avec une espèce beaucoup plus pure, qui avait peut-être beaucoup plus de ressenti, beaucoup plus de 6e sens, de choses comme ça que nous avons perdu. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Enfin, bon, c'est mon intime conviction. Hein. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Bleuette. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas plus, finalement, de crânes allongés ? La deuxième chose, c'est rien ne prouve que les crânes allongés sont moins intelligents, dans le sens où on ne peut pas étudier l'intérieur de leur boîte crânienne. Ça se trouve, c'est encore peut-être beaucoup plus strié, beaucoup plus replié que dans le crâne humain actuel. On n'a pas la matière pour étudier l'intérieur des crânes. Alors, oui, l'endocrâne, tu veux dire. On étudie l'endocrâne. On étudie très très bien les endocrânes. On sait très bien. Et de toute façon, dans l'endocrâne, l'intérieur du crâne, on a tout le cerveau est complètement, on va dire, imprimé. Hein. Donc, on sait très bien calculer, connaître un cerveau à l'intérieur de l'endocrâne, hein, c'est-à-dire, hein, ça, il est comme imprimé à l'intérieur. D'accord. Donc, on le sait. Maintenant, dire qu'on n'a pas retrouvé de dolichocrâne, c'est-à-dire de crâne long, si, on en a retrouvé pas mal. Alors, il faut, maintenant, la différence, c'est de savoir quels sont les vrais, donc ceux qui sont vraiment dolichocrânes, qui ont un volume plus important, et des faux, c'est-à-dire des faux dans le sens qu'ils ont été modifiés volontairement. Alors, modifiés volontairement, ça veut dire qu'on a le même, on est toujours à 1400, par exemple, en gros, en moyenne, à 1400 cm3, sauf que, il est beaucoup plus allongé. Voilà. Si c'est le dolichocrâne, on va avoir un volume beaucoup plus gros. Moi, je subodore que parmi les dons dont tu disposais, quand on a ces dons-là, on a des glandes qui sont nettement plus développées. Et donc, si on a la pinéale qui, au lieu de ressembler à une noisette, ressemble à une orange, il est clair que le crâne va sûrement suivre la progression. Et sinon, le cerveau humain serait devenu, l'humain serait devenu plus intelligent avec le crâne qui s'est plissé. Quand le crâne se plisse, ça démultiplie la surface de contact entre les synapses. Et donc, ça favorise effectivement des apprentissages avec une technicité peut-être, effectivement. Sinon, c'est très bizarre, mais d'un autre côté, ce n'est pas le volume qui fait l'intelligence. Il y a quand même un humain qui est en pleine mutation actuellement. Enfin, il y a certaines études qui ne sont pas forcément mainstream qui montrent que l'ADN humain est en pleine mutation. Il y a le fameux gamin anglais qui s'appelait Alfie, je crois, Clamp, qui est né avec un brin d'ADN en plus. Il y a plein de recherches qui parlent de l'existence de biophotons. C'est des particules de lumière sans masse qui transmettent des infos à l'intérieur
des cellules, et ce docteur Pop, il s'appelle, je crois, qui a découvert que émettre cette émission de biophotons connectés à l'énergie fait que cette information est transférée aux organismes biologiques, donc à l'ADN, et qu'on est en train quelque part de muter, et qu'il y a effectivement le nouvel ordre mondial nous balance une campagne d'empoisonnement tous azimuts, avec entre les chemtrails, les vaccins, les OGM, etc., pour bloquer cette sorte de mutation ADN. Alors, moi j'aimerais revenir sur un point que tu as dit à 2 reprises, Bleuette, quand tu dis ensuite que l'homme a découvert l'agriculture. Et en fait, on a eu une discussion avec Silvano Trotta dans Miasme numéro, alors je ne sais plus si c'est le 63 ou le 64, en parlant de justement l'origine de l'agriculture et l'origine de l'ensemble des, on va dire, des plantes céréalières que l'on trouve aujourd'hui. Elle serait à l'origine 4 ou 5, pas plus. Et si on compare les études de ce blé, père, on va dire, avec le blé que l'on a aujourd'hui, il y a eu une évolution du nombre de gènes. Je vais dire des chiffres qui sont peut-être complètement faux, il faudra revérifier l'émission. Je crois que ça passe de 14 à 46. En tout cas, le gap est tellement incroyable que ça ne peut pas être en 10 000 ans, tout simplement, une mutation logique. Et si on reprend ce genre d'informations-là, et puis il y a aussi le même raisonnement par rapport à la domestication des animaux, dont par exemple la vache, hein, qui produit le lait, si on recoupe ces informations-là au fait qu'il y a eu une intervention sur l'espèce humaine pour qu'elle puisse devenir intelligente, autonome, être capable d'utiliser ses mains, etc. Donc du coup, elle se met à croître énormément. Eh bien, il a fallu aussi faire des interventions, on va dire, sur ce qui va les nourrir, pour que ça puisse aussi suivre le mouvement, parce que si derrière tu te retrouves avec une démultiplication des hommes et puis l'agriculture n'arrive pas en même temps, ça servira à rien dans les plans de nos pères créateurs. Qu'est-ce que tu en penses? Dans les plans de l'élevage. De l'élevage, oui. L'état humain qui pourrait se nourrir de prana, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu en penses, Bleuette? Alors, oui, effectivement, moi j'en parle bien sûr dans mon livre, hein, pas la première partie. La deuxième partie, je vais en parler très longuement. Bien sûr, je vais parler des fameux paniers du pilier 43 de Göbekli Tepe, parce que ces paniers, tout le monde me le demande. Donc, je pense que je dois avoir à peu près 2 ou 3 messages par mois qui me demandent qu'est-ce que c'est que ces petits paniers sur le... Voilà, alors donc, bien sûr que j'en parle longuement dans mon livre. Alors, effectivement, comme tu dis, quand on a démultiplié notre cerveau, qu'on a plus d'intelligence, il va falloir quoi de plus? C'est-à-dire du sucre, puisque l'aliment premier du cerveau, c'est le sucre. Donc, il va nous falloir des sucres lents. Et pour arriver à nourrir, comme tu l'as dit, une telle population qui va croître rapidement à la surface de la planète, il va falloir évidemment une nourriture qui va apparaître, donc évidemment, un peu partout sur la planète. Ce qu'il faut savoir, c'est que justement, le blé va apparaître sous forme de langrin, hein, puisque c'est une herbe particulière. Hein, c'est ce qu'on appelle un blé amidonnier qui s'appelle langrin, et qui ne va pas apparaître n'importe où, qui va apparaître en Anatolie. Hein. Et il va apparaître sur les monts, par exemple sur les pentes du mont Karakadag, qui s'appelle donc comme ça, mais les Sumériens l'appelaient le mont Doukou. Et ce mont Doukou, c'était vraiment la montagne sacrée, c'était l'endroit où les dieux sont venus apporter à l'homme vraiment l'enseignement, c'est vraiment là où l'agriculture va apparaître, c'est là où la sédentarisation va apparaître, etc. Ça, c'est vraiment les mythes sumériens parlent de cette montagne sacrée qui s'appelle donc Doukou, et c'est certainement le Karakadag qui est en Anatolie, et c'est là où on va trouver, bien sûr, comme par hasard, Göbekli Tepe, le tout premier temple de l'humanité. Et justement, c'est là que le blé, la forme herbacée du blé, puisque le blé n'est pas apparu comme on le connaît maintenant, hein, ça n'a rien à voir, va apparaître à cet endroit-là et nulle part ailleurs sur la Terre. Ici, à cet endroit-là. Donc, pour moi, il est certain que dans leur plan, leur calcul,
des visiteurs, ceux qui sont venus d'une autre planète, certainement pour nous hybrider, très certainement. Bien sûr, en construisant l'homme, ils savaient très bien qu'ils allaient se multiplier. Je pense qu'ils savaient tout ça à la base, quoi. Et je pense qu'ils ont amené des graines d'une plante qui va pouvoir déjà se multiplier de façon très particulière, parce que le blé est une plante unique au monde, pratiquement, dans le sens que elle a des particularités qui va faire que le blé va devenir moissonnable, etc. C'est assez compliqué, je ne vais pas rentrer dans des détails pareils, mais il faut savoir que le blé, par exemple, va pouvoir s'adapter à tous les climats. Donc, il y a très très peu de plantes qui peuvent s'acclimater comme ça sur la planète tout entière, alors que le blé, on va en trouver pratiquement partout. Donc voilà, je pense que pour moi, c'était un petit peu une évidence pratiquement. Et il faut savoir que le blé va devenir les premiers nutriments sur Terre, les premiers aliments qui va nourrir toute la planète. Sans le blé, l'espèce humaine n'aurait pas pu évoluer comme elle a évolué. Ça, c'est certain. Et donc voilà, je pense que pour moi, c'est un peu l'évidence. Il fallait fabriquer l'homme, donc il fallait donner une nourriture particulière à cet homme. Et c'est pour ça que, à mon avis, cet engrain est apparu là et pas ailleurs. Pour moi, ça fait partie des nombreuses preuves, on va dire, faisceaux de preuves qui montrent que l'homme n'est pas apparu comme ça par un simple hasard génétique, pour moi. C'est pas la même situation pour le maïs inca et le riz asiatique? Alors là, je suis pas une grande spécialiste en botanique et choses comme ça, mais je sais qu'une chose, c'est qu'au niveau du blé, le blé lui-même, au niveau du blé, on va dire la plante herbacée qui va donner le blé, l'engrain, va vraiment se dire, on va le transformer petit à petit. L'homme va arriver à faire vraiment il va donner naissance à tout un tas d'autres plantes comme ça, parce que la plupart des céréales que nous connaissons à l'heure actuelle n'existaient pas sous forme de céréales comme ça. Elles sont vraiment dérivées de cette céréale-là. Hein. Donc voilà, elles dérivent de là, quoi. Et donc Edmond de Mariage décrivait donc à cet endroit-là, entre Gebel-Tepe et le nord du Liban, peut-être là où il y a la montagne, le mont Doukou, le travail de Ninar Shag, qui est la belle-sœur d'Enki Enlil, enfin la demi-sœur, parce qu'ils sont tous génétiquement des produits génétiques, déjà les trois là, a priori. Et c'est elle qui va donc subvenir à la nourriture du cheptel humain. En travaillant donc, comme disait aussi, comme vous disiez dans le miasme, d'où vient la vache, parce que passer de l'auroch à la vache, ça ne le fait pas non plus. Enfin, il y a énormément d'animaux qui ont maintenant une partie domestique, si on peut dire, dont l'origine est aussi inexplicable que la nôtre, quoi. Alors moi, j'ai une question pour Bleuette sur justement ces fameux dieux. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Qu'est-ce que tu connais sur ces dieux? Et est-ce que tu connais la théorie du louche de Romer Bonnereau, qui est un célèbre spécialiste américain des sorties hors du corps et qui a développé l'Institut Monroe, d'ailleurs, aux États-Unis, qui a développé un concept dans un roman qui s'appelait Fantastique expérience du voyage astral, sur cette énergie qualifiée de louche, L2OSH, qui contient toutes sortes d'émotions chez l'humain et qui est très recherchée dans l'univers, cette énergie. Et en fait, on aurait été créé sûrement, et tout le vivant dans cette 3D pour fournir cette énergie émotionnelle à ces dieux, justement. Oui, alors personnellement, non, je connaissais, je te dis, Marc, non, je ne connaissais pas du tout cette théorie-là. Moi, je vais te dire, moi, je connais c'est vrai que je connais bien les dieux Anunnaki. Pourquoi? Parce qu'ils font partie, on va dire, du panthéon des Sumériens. Donc voilà, je connais bien les dieux de la Mésopotamie. Voilà, donc je me réfère souvent à eux, bien qu'il y en a beaucoup d'autres, évidemment. Je me réfère à eux parce que c'est les premiers qu'on va rencontrer quand on va remonter l'histoire, quand on va vraiment, bien sûr, jusqu'à l'écriture qui commence à Sumer. Enfin, qui commence au niveau écriture, parce que moi, je me réfère aussi énormément à toutes les proto-écritures qui existaient avant, parce que pour moi, l'écriture, elle n'est pas apparue comme ça par pur hasard, mais bon, là, je dérive un peu de la question. Donc oui, je connais surtout ces dieux-là, et je me suis beaucoup intéressée de savoir
moi surtout, d'où pouvaient venir ces dieux. Parce qu'on dit toujours, ben voilà, quel qu'il soit, moi, peu importe que ce soit les Anunnaki, ou on veut bien les appeler comme on voudra, si vraiment ils viennent d'une autre planète, je voudrais bien savoir de quelle planète ils viennent. Donc, il est un fait que dans les textes, on parle de la planète Nibiru, on lui donne d'autres noms, hein, elle a d'autres noms, hein, cette planète, mais c'est toujours un peu dépeinte de la même façon. C'est une planète donc d'une taille entre celle de la Terre et celle de Neptune, etc. Donc, c'est vraiment c'est une très très grosse planète. Elle est rouge orangée, elle est voilà, il y a plein de choses. Et puis bon, elle tourne à une orbite de 3600 ans autour du Soleil, donc ce qui fait une orbite qui est très large, hein, très elliptique. Et voilà, donc on parle beaucoup de cette planète. Moi, la seule chose et ça, c'est une question que j'aimerais aussi poser aussi à chacun d'entre vous, c'est bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de la planète Nibiru, on a dit tout et n'importe quoi sur cette planète, la planète X, qu'elle allait revenir sur Terre, que ça allait être, voilà. Et savoir ce que vous en avez pensé, qu'est-ce que vous en savez à l'heure actuelle. Et moi, je me suis beaucoup penchée sur la question, sur cette fameuse planète Nibiru. Qu'est-ce qu'en pensent, moi, surtout les astronomes d'aujourd'hui. Voilà. Donc, je sais si pour moi, s'ils viennent de cette planète, pour moi, je pense qu'ils viennent de ce qu'on appelle à l'heure actuelle la 9e planète, c'est-à-dire vraiment cette planète qui n'a pas encore de nom, qu'on a détectée assez récemment, qui colle à la même taille, hein, puisqu'apparemment, au niveau de la taille, ça colle parfaitement. Pour moi, c'est assez évident, mais et je ne pense pas qu'ils viennent forcément de cette planète, c'est-à-dire qu'ils en sont issus, c'est-à-dire qu'ils sont nés de cette planète, mais qu'ils en sont servis peut-être comme base, comme ils avaient peut-être mis une espèce de base habitée sur cette planète pour aller vers leur conquête spatiale, hein, pourquoi pas. Et comme nous, on le fera certainement sur Mars ou sur Titan, certainement dans quelques temps. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, il y a beaucoup d'histoires, et moi j'ai interviewé les derniers disciples de Sitchin d'ailleurs, Sacha Lessing qui a un doctorat en anthropologie, Neil Freer qui est en Californie, qui a 80 et quelques années, qui a côtoyé Sitchin aussi, et une troisième personne dont je ne me rappelle plus, enfin il me pardonnera, et j'avoue que j'ai à peu près toujours les mêmes histoires. Ils ont tous rencontré plus ou moins un être qui s'appelait Enki ou Enlil, et des Anunnaki dans leurs expériences de contact avec ces extraterrestres. Mais moi, j'ai été plus interpellé par Robert Stanley, que j'ai interviewé dernièrement, qui lui attribuait le personnage d'Enki à Lucifer. Donc le porteur de, pour moi, fausse lumière, mais ça peut être la vraie lumière pour certains. Mais toute cette 3D est basée sur des rouages lucifériens, je dirais. Et je pense qu'on nous sert le même plat avec une sauce différente en disant non, Enki, c'est le sauveur de l'humanité, c'est le porteur de lumière, c'est Lucifer, donc ce n'est pas Satan, etc. C'est le même plat avec une autre sauce pour moi. Et en fait, quand on voit le parasitisme ambiant, et qui a été très bien décrit dans le manuscrit, les codex retrouvés en 1945 du Nag Hammadi en Égypte, sur les archontes, etc. Donc toute cette théorie gnostique qui parle d'archontes, sur ce parasitisme ambiant, Robert Stanley le décrit comme un parasite de l'esprit quelque part. Ce Enki. Donc, des anges déchus qui se feraient passer pour des extraterrestres, en fait. Et donc, comme nos pères, puisque c'est peut-être eux qui nous ont créés, ou en tout cas, qui ont élevé ce bétail et peut-être modifié génétiquement, comme tu dis, au cours des millénaires, avec beaucoup d'amnésie tous les quelques milliers d'années, ou tous les 1000 ans peut-être, comme dit Rock, ou plus longtemps, comme le dit Damon T. Berry, qui est aussi un chercheur qui a fait une série documentaire sur l'archéologie interdite, qui est très intéressante, The Knowledge of Forever, ou quelque chose comme ça. Et lui, il parle d'un blackout aussi tous les quelques milliers d'années, où on efface complètement, il y a un reset, et on laisse quelques petits vestiges du passé pour que l'humain essaye de se raccorder, se raccrocher, voir ce dont il se souvient. Et moi, je penserais plutôt à ça que du binaire, purement croire exactement ce que nous disent ces faux dieux. En fait, ils sont des dieux vengeurs, quelque part, puisqu'il y a toujours une culpabilisation de l'humain. L'humain est traité comme un animal, en fait, quelque part, mais dont on se nourrit. Au niveau, moi je pense au niveau psychique, au niveau karmique, le karma étant un piège, un leurre total. Et ce sont des seigneurs du karma qui nous gardent dans cette prison et qui nous effacent la mémoire tous les quelques milliers d'années.
Enfin bon, moi, c'est ma conclusion actuelle. Ça ne veut pas dire que je ne changerai pas d'avis dans 6 mois. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, après avoir interviewé près de 200 personnes dans toute l'ufologie mondiale, et l'archéologie aussi, c'est ma conclusion actuelle. Mais tu n'as pas tout à fait répondu à la question de Bleuette sur ce que tu pensais de la planète Nibiru. Alors, Nibiru, selon les lanceurs d'alerte et selon les faits, le Vatican a installé un télescope, un observatoire sur une réserve amérindienne aux États-Unis qui contient un vortex. Ils l'ont fait de force, ils ont pris cet emplacement où il y a une tribu indienne de force, je crois que c'est en Arizona, je ne sais plus le nom du mont, pour installer le télescope qu'ils ont appelé évidemment Lucifer. Pour observer l'arrivée de Nibiru dans notre système solaire, donc qui ferait le tour de deux soleils, de 2 systèmes solaires. Je ne sais pas si c'est une psyop, une opération psychologique ou de la désinformation pour semer un petit peu le trouble et convaincre les gens qui sont déjà convaincus de la thèse Anunnaki. Mais quand on sait que le Vatican était très copain avec Sitchin, on peut se poser des questions sur l'utilité d'un tel télescope. Voilà. Mais, Alors, il y a aussi M. Carrington, qui était un astronome, et dont la disparition assez bizarre ne fait que plus ou moins confirmer les soupçons qu'on pourrait avoir. Il avait, comme Sitchin, défini une planète qui orbitait tous les 3600 ans à peu près. Les dits 3600 ans, si on les replace en disant qu'on y arrive, nous ramènent en arrière à des preuves de séisme, à des preuves de traumatisme humain en tout cas. Et voilà, il y a pas mal de sites avec des gens qui estiment la position de la planète Nibiru et grâce à leur notion de l'univers électrique, arrivent à estimer que les tsunamis ou tremblements de terre ou volcanisme excessif qu'il y a aujourd'hui correspondent à des alignements planétaires, enfin des conjonctions avec cette masse magnétique qui soit est Nibiru toute seule, qui pourrait très bien être, comme disait Bleuette, un vaisseau annexe de la planète avec lequel donc il voyage. Il me semble d'ailleurs plus ou moins que Enki ou Enlil était un petit peu, ou Anu lui-même, était répudié par sa tribu reptilienne et qu'il avait dû aller faire un peu plus loin son chambard. Et que ça a continué à empirer pour lui puisqu'il est intervenu sur notre espèce Hominidae en incluant des gènes et donc il a brisé la prime directive. Bon, après, ils se disputent entre eux et tout ça, et il y a tous les problèmes de parasitisme. Je ne mélange pas non plus les Anunnaki et les Archons. Les Archons, je les laisse dans une 4e dimension, quasiment uniquement, et alors que les Anunnaki peuvent passer de la 4e à la nôtre, ce qui est traduit de temps en temps, à mon avis, quand ils descendent dans l'Abzu, quand Enki descend se régénérer dans l'Abzu, et qui est le royaume des profondeurs ou de la noirceur, l'océan noir aussi, si je me rappelle bien. Et ces Anunnaki, là, on ne peut pas ignorer Michael Tellinger, qui, dans le sud de l'Afrique, donc jusqu'au Grand Zimbabwe, a retrouvé de multiples preuves archéologiques d'anciennes civilisations, et notamment énormément de cercles de pierre à coller les uns aux autres, qui rappellent un petit peu les figures de Chladni, c'est-à-dire que c'est une implantation qui a un effet vibratoire, qui va servir de récupération d'énergie, pour transformer, pour faire quelque chose. Et comme à chaque fois qu'on a un de ces cercles de pierre, il y a une mine d'or, c'est-à-dire qu'il y a des millions de mines d'or en Afrique du Sud, et toutes ayant été enfouies sous à peu près 8 mètres de limon, donc ce qui pourrait être expliqué par un énorme tsunami qui pourrait arriver en même temps que l'Atlantis, s'il est au pôle sud, s'est retrouvé gelé, que la planète a viré de 23 degrés, et ce qui explique que certains édifices mégalithiques soient encore orientés. Quand on replace ces 23 degrés, ça nous fait un nouvel équateur, et on voit des anciens mégalithes, c'est-à-dire des monuments, hein, qui sont orientés avec un or faux, puisque c'est d'avant les 23 degrés. Pas tous, hein, mais une partie d'entre eux.
Voilà, donc a priori à ce moment-là, les Anunnaki en Afrique du Sud, enfin en tout cas un dieu dont la représentation était assez oiseau-pingouin. C'est une pierre qu'on retrouve sculptée à des milliers d'exemplaires, qui a une forme un petit peu, je dirais, de pingouin, un petit peu, et qui protégeait les mines. Et dans les mines, là, donc d'après les textes sumériens au départ, hein, c'était les acolytes d'Enki, Enlil qui allaient miner. Puis en fait, il s'est avéré que leur boulot, c'était plutôt d'être pilotes et que c'était très pénible pour eux, ce qui a provoqué la création de l'humanité génétiquement. Et ce qui a donné l'occasion à Enki d'en faire un peu plus pour, peut-être par pitié pour nous laisser le libre arbitre, pour nous laisser la procréation, pour nous laisser énormément de choses. Ce que faisant, il a rompu encore une autre loi et s'est mis en bisbille avec son frère, qui maintenant va déclencher le tsunami. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est le cycle de 3600 ans. Parce que si vraiment il y avait une planète telle que Nibiru qui passerait dans notre système solaire tous les 3600 ans, ça passerait pas inaperçu. Donc si on considère, selon les prophètes du catastrophisme, que Nibiru va revenir très bientôt, et que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des tremblements de terre, qu'on a des mégacyclones, etc., ben, quand on regarde il y a moins de 3600 ans, oui, effectivement, il y a eu l'explosion du Santorin, je crois, en moins 1600. Mais il n'y a pas eu, quand on regarde dans les écrits, il n'y a pas d'écrit indiquant qu'il y a une mégaplanète qui passait à proximité de la Terre ou dans notre système solaire. Et pourtant, les astronautes de l'époque étaient largement calés, ils passaient leur nuit à regarder les étoiles. Donc voilà, par rapport à cette planète, sa révolution de 3600 ans, moi ma question c'est comment ça se fait qu'on n'en ait pas plus entendu parler que ça dans les écrits historiques. Bleuette, tu as peut-être une idée sur le sujet? Alors oui, moi des idées, bon, j'en ai plusieurs évidemment, bon, j'ai pas forcément la vérité plus ouais, difficile à expliquer tout ça. Mais déjà, moi, je pense que déjà, on parle toujours de 3600 ans pour ce fameux char, hein, ce cycle. Déjà, première chose, pourquoi nous, on parle par exemple en unité astronomique, par exemple en UA, donc qui est une unité étalon, hein, Terre-Soleil. On parle en années-lumière. Pourquoi il parlerait en années comme ça? C'est peut-être pas 3600 ans terriens, c'est peut-être 3600 autre chose, on n'en sait rien déjà. À la limite, on n'est pas sûr de ça. Moi, c'est ce que je me dis. Peut-être que ça peut rallonger considérablement la donnée, hein, déjà de cette distance. Et en plus de ça, bon, moi, je voudrais quand même revenir sur cette fameuse 9e planète qui a été détectée il n'y a pas très très longtemps. Hein, donc, on en est maintenant à peu près sûr. Elle a été détectée par des calculs. On ne lui a pas donné de nom parce qu'elle n'a pas été photographiée. Mais à l'heure actuelle, on sait qu'il y a 2 astrophysiciens de Californie là, qui ont publié dans des magazines scientifiques il n'y a pas très très longtemps. Leur nom c'est Braun et l'autre c'est Constantin, j'ai noté son nom, Batygin, un nom comme ça, hein, vous m'excuserez l'accent, j'y connais rien. Je crois qu'il est moitié russe, moitié américain, je crois, enfin quelque chose comme ça. Et ils ont parlé beaucoup, hein, de cette fameuse 9e planète, et ils se sont rendus compte de quoi? C'est que finalement, quand on regarde très très loin dans le système solaire, on se rend compte qu'on a plein d'objets d'objets célestes, de corps célestes, qui partent un petit peu dans toutes les directions, hein, voilà, ils se baladent. Et puis plus on va encore plus loin, et là, d'un seul coup, c'est un peu étonnant, ils vont vraiment toujours dans la même direction. Et pour qu'ils aillent toujours dans cette direction, c'est qu'ils forcément, ils sont canalisés par quelque chose, et c'est certainement, pour eux, c'est évident, il y a une planète massive qui est là au fond. On ne la voit pas dans le noir parce qu'une planète n'émet pas de lumière, hein, donc contrairement aux étoiles. Mais on ressent les effets de sa gravité, puisque ces objets vont toujours dans un sens bien précis. Donc, ils sont à peu près sûrs maintenant au niveau calcul qu'il y a vraiment une très très grosse planète.
Non, non, c'est pas un trou noir, non, non. Rien à voir avec un trou noir, parce que le trou noir, c'est encore autre chose, on en partir un petit peu. Donc, ils savent qu'il y a ils arrivent même à connaître sa taille donc est vraiment comprise entre la Terre et Neptune, apparemment. Hein. Donc, c'est une taille, on va dire, assez importante. Hein. Donc, c'est quand même une planète massive. Voilà, donc moi, je me dis, bon, à l'heure actuelle, il l'évalue à peu près, bon, il faut savoir, par exemple, la Terre fait donc le tour du Soleil en 1 an, Jupiter a une orbite beaucoup plus large puisqu'elle met 10 ans, et cette planète-là, elle est tellement loin qu'elle a une orbite très importante de entre 10 000 et 20 000 ans. Donc, si vraiment c'est cette planète-là, si vraiment c'est sur cette planète, ils ont voyagé un temps, qu'ils en viennent ou qu'ils aient fait qu'ils aient posé une base sur son sol. Moi, je dis, si elle a mis 10 000 ans, donc elle arrive à peu près tous les 10 000, 20 000 ans. Donc, à peu près à proximité de la Terre. Donc, déjà, ça recommence à remonter beaucoup plus loin. Et moi, je dis que, bon, ça va amener évidemment plein de cataclysmes, de choses comme ça, mais c'est vrai que quand vous lisez Velioski, par exemple, ou que vous regardez un petit peu le Pline l'Ancien, vous essayez de lire un peu tous ces... je parle un petit peu de tous ces auteurs de l'Antiquité qui ont parlé justement de cette fameuse planète, qui ont parlé de certaines comètes, de choses comme ça. On a beaucoup même d'écrits pour l'époque. Pour l'époque, on a déjà beaucoup d'écrits qui en parlent, je veux dire, et à un moment donné, il y a même un des auteurs qui dit que quand elle a approché de la Terre, quand on la voyait bien, que c'était une espèce de boule de feu qui était dans le ciel, à ce moment-là, il va y avoir plein de cataclysmes, ça a amené énormément de problèmes sur Terre. Donc, je veux dire, pour moi, c'est pas totalement. Il faut dire que on raisonne nous avec notre cerveau de maintenant de se dire, ben voilà, nous on a des journalistes, on a énormément de chroniqueurs qui vont dire chaque fois qu'il se passe quelque chose, allez, on est tous sur le. On a énormément de rapports, des médias sont à fond dessus. Mais à cette époque-là, c'était pas du tout le cas. La plupart des gens ne savaient pas écrire. Et si vraiment son dernier passage remonte à, je sais pas, 10 000 ou 20 000 ans. L'écriture n'était même pas inventée. Donc voilà, donc je veux dire, donc pour avoir des rapports écrits, c'est un petit peu difficile, quoi. Mais ce que les gens à l'époque ne se fiaient pas uniquement à leurs 5 sens, c'est-à-dire la vision, l'odorat, et puis tout ce que leur montrait l'hologramme de la matrice. Comme nous aujourd'hui, avec tout un éventail de journalistes qui sont au service d'une même source de rétention d'informations, de déformation, de désinformation, etc. Donc la NASA, si c'est le seul organisme sur lequel il faut s'appuyer pour avoir des rapports sur les planètes, la gravitation, les attractions entre les planètes, etc. On a une ceinture de Van Allen qui fait 200 fois, qui produit 200 fois la radiation supportable par l'être humain. Je n'ai pas très confiance dans les rapports de la NASA. Donc aujourd'hui, comme à l'époque, est-ce que nos sens ne sont pas déjà trompés aujourd'hui par le graphisme de la NASA et toute cette médiatisation, cette magie de l'image qui nous produisent depuis que les nazis sont allés leur filer un coup de main pour développer la fausse conquête spatiale officielle et les programmes secrets en parallèle, sur lesquels j'ai beaucoup interviewé d'ailleurs. Et à l'époque, ils n'avaient pas les moyens technologiques d'aujourd'hui, donc ils s'en remettaient uniquement à leurs 5 sens, donc ce que la lumière leur apportait. Comme déluge, voilà, ils n'en savaient pas plus. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de recul par rapport à ce qui peut nous venir, puisqu'aujourd'hui, on est quand même à l'époque officiellement de l'hologramme palpable. Hein. Donc on peut le reproduire nous-mêmes en laboratoire depuis 2010. Donc, Bon, en tout cas, c'est une hypothèse, l'existence de Nibiru. C'est peut-être cette fameuse planète qui a été détecté par les astronautes qu'a cité Bleuette, mais dont je n'ai pas noté les noms. Et puis, pourquoi pas, après, ça pourrait effectivement corroborer, par exemple, la disparition de l'Atlantide, si Atlantide il y a eu, parce qu'on serait dans les mêmes eaux, et ça a peut-être aussi créé comment dire, le basculement de l'axe de la Terre il y a des milliers d'années. Bon,
pourquoi pas? Honnêtement, personnellement, j'ai pas d'avis très arrêté là-dessus. En tout cas, ça me conforte plus cette explication que tu viens de donner, Bleuette, en disant c'est pas 3600 ans, mais ça peut être 10 000, 20 000 ans, en tout cas, la révolution de cette planète-là, plutôt que 3600 années terriennes telles qu'on les connaît aujourd'hui, parce que ça m'étonnait vraiment qu'on n'en ait pas eu de preuves historiques avant. Alors, pour la dernière partie de notre conversation, ce que je vous propose, c'est de partir sur l'axiome qu'effectivement, l'espèce humaine a été donc créée par ingénierie génétique, par des entités aliens. Donc on va partir sur ce postulat-là, et parce que j'aimerais qu'on creuse un petit peu cette idée de création. Pourquoi est-ce qu'on nous aurait créé? Dans quel objectif? Et puis aujourd'hui, comment ça se fait qu'on a réussi à se débarrasser complètement de nos dieux alors qu'on aurait été créé pour des objectifs quand même très serviles? Se débarrasser de nos dieux, c'est-à-dire, est-ce qu'on ne les voit pas? Ils ne sont pas là, c'est ça? Je ne sais pas, mais déjà commence déjà par l'objectif. C'est quoi l'objectif d'avoir créé l'espèce humaine? C'est l'asservissement, c'est la nourriture karmique, c'est le piège du karma, c'est entretenir la souffrance permanente, le traumatisme à travers les vies successives et culpabiliser l'humain, s'en servir de bétail tout simplement, se nourrir de cette énergie divine qu'on a en nous, qu'on appelle peut-être l'âme, qu'on appelle la conscience, qu'on appelle cette étincelle divine, et on a une nourriture très prônée, très recherchée, je pense, dans l'univers, dans les multivers. Ouais, mais est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour avoir une âme et pour pouvoir servir de nourriture? Et intelligent sur quel plan? C'est-à-dire sur le plan mathématique, sur le plan physique, émotionnel? Est-ce que l'Homo erectus suffisait pas, ne dégageait pas suffisamment de nourriture karmique, psychique, ce que tu veux? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de le faire évoluer? C'est quoi vraiment cet objectif d'avoir fait évoluer l'espèce d'origine? Déjà, l'unité d'humains, le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre actuellement, même si on ne peut pas croire leur chiffre officiel, est exponentiel. On voit bien qu'il y a un eugénisme planifié en marche, avec l'agenda 21, tout ce qui a rapport avec la fertilité humaine qui descend en flèche. Et puis l'épandage sur les populations, les ondes électromagnétiques, le bombardement de vaccins, d'OGM, de chemtrails, etc. On voit bien qu'il y a un eugénisme en place, qui ne date pas que des nazis, qui est là depuis longtemps. Donc oui, il y a un contrôle de l'espèce humaine, mais au départ, il y a effectivement cette hybridation qui a fait que pour les premiers objectifs, si on écoute les théories des anciens astronautes, des Sumériens, des Anunnaki, etc., simplement pour collecter de l'or, je pense que c'est un peu insuffisant. Même si l'or, la molécule d'or a des propriétés incroyables pour ouvrir l'ADN et inscrire ce qu'on veut. Ça, c'est prouvé par une université américaine il n'y a pas longtemps. Et également l'ormus, la fameuse poudre d'immortalité d'éveil du cerveau, en tout cas des capacités cognitives, selon les écrits anciens des pharaons et maçonniques et autres. Mais non, je pense qu'on est simplement une ferme d'élevage dont les dieux se sont rendus totalement invisibles, alors qu'il y a des rapports d'interaction avec des géants dans les époques passées, de visu, et actuellement, ils sont sur une autre fréquence, totalement invisibles, mais ils nous manœuvrent dans l'ombre, donc c'est leur grande force, c'est de se maintenir totalement invisible au plus grand nombre. D'accord, donc au final, il n'y a pas besoin d'attendre qu'une planète X se rapproche de la Terre, parce qu'ils sont, pour toi, toujours sur Terre. Bien sûr, enfin sur Terre ou sur une autre fréquence, une autre dimension parallèle. Mais rattaché à la Terre. Voilà. Ok. Pam. Moi, je pense qu'il y a deux plans qui interfèrent là. Nous sommes des âmes qui sont dans un véhicule humain. Et nos âmes ont ces capacités et ces notions qu'on aimerait bien retrouver, quasi divines donc. Et nos corps ont été mal façonnés de façon à nuire aux capacités. Si tu mets un champion de Formule 1 dans une 2 chevaux tout pourrave, il pourra faire ce qu'il veut, il va pas gagner.
même s'il a tout le talent possible de conduite. Hein, c'est un exemple un peu débile, mais c'est juste pour exprimer la situation. Donc, en fonction des intérêts, il y a donc des gangs de E.T. ou d'entités qui sont plus évoluées que nous, qui vont interférer avec le matériel humain, son corps, et essayer de garder la mainmise dessus de façon à soit pouvoir se nourrir de son travail, soit de ses émotions, soit de ses énergies. Et quelque part, a priori, je crois que cette idée d'âme, avec ses qualités, est assez recherchée. Et il me semble qu'il y a une variété d'IT qui aimerait bien carrément rebooter notre âme à leur goût. D'accord. Donc là aussi pour toi, du coup, nos prédateurs, nos goûteurs seraient toujours à proximité de nous. Ah bah oui, puis ils sont nombreux, il y en a différents, quoi. Il y en a qui sont aux manettes dans la haute finance et qui ont d'ailleurs des crânes allongés. Karen Hudes va pouvoir en témoigner, entre autres. Et puis, il y en a dont parlait Bernard de Montréal, par exemple, quand il préconise de prendre connaissance de soi-même en profondeur, et notamment au niveau de l'ego et d'énormément d'autres notions de notre personnalité et d'autres choses. Il faut le consulter, de façon à être sûr que finalement on ne soit pas toujours soumis à des idées extérieures et des interférences adverses qui nous empêchent, parce qu'avec un peu d'attention et de suivi, on arrive à avoir une vie qui s'améliore et donc à avoir des bénéfices, à évoluer, on va dire. Et donc, ça peut se produire à partir du moment où on n'est plus en interférence, qu'elle soit par les entités visibles ou invisibles. D'accord. Alors, du coup, je me retourne vers Bleuette maintenant, mais pour avoir aussi ton avis, Bleuette, et par rapport à ce que tu as pu découvrir soit dans des écrits anciens, soit, je ne sais pas, peut-être des preuves de terrain, pour toi, on aurait été donc modifié, pourquoi ? Alors pourquoi? Oui, voilà, c'est la grande question. Alors, moi, honnêtement, j'ai besoin de preuves pour dire les choses. Je veux dire, pour l'instant, on n'en sait rien. Moi, je veux dire, on extrapole, mais franchement, qui peut me prouver par A plus B pourquoi on n'en sait rien. Pourquoi on n'en sait rien pour moi? C'est ma façon de voir les choses. Et pour moi, il est évident que si on a affaire à une civilisation extraterrestre beaucoup plus avancée que la nôtre, je pense qu'on n'est peut-être plus du tout sur les mêmes fréquences d'intelligence ou autre chose comme ça. Donc peut-être qu'on n'est même pas capable de comprendre ce qu'ils veulent. Voilà, je pense que c'est comme si nous, on met par exemple des rats en laboratoire, on essaye le rat lui-même ne comprendra pas ce qu'on est capable de lui faire. Et moi, je pense qu'on est peut-être à ce niveau-là. J'en sais rien. Peut-être. Je dis ça, je dis rien, limite. Mais c'est vrai que d'un autre côté, je pense qu'on a retrouvé des tas d'exoplanètes. Je pense que maintenant, je pense que c'est clair pour tout le monde que la vie, elle est universelle dans l'univers. Je pense qu'on a certainement affaire à des civilisations qui sont peut-être un petit peu partout, peut-être très qui a à peu près la même intelligence que nous. On a peut-être des vies primitives beaucoup plus basiques, beaucoup plus primaires, mais peut-être qu'aussi, il existe dans l'univers peut-être je ne sais pas, des civilisations qui sont peut-être très nettement plus avancées que la nôtre. Donc, on n'en sait rien. Peut-être que, oui, effectivement, peut-être qu'il y a des civilisations qui nous regardent, mais franchement, j'aimerais qu'on m'en amène la preuve, parce que pour l'instant, moi, je n'ai pas de preuve. Moi, je n'en sais rien. Tout ce que je peux dire, moi, par rapport à ce que j'ai pu trouver, c'est qu'à un moment donné, très certainement vers moins 1700 avant Jésus-Christ, il s'est passé quelque chose, ça c'est certain. Il y a eu pour moi une guerre, alors je vais dire nucléaire entre guillemets, qui n'est pas forcément la guerre atomique comme nous on la connaît, mais qui va dévaster la planète, ou du moins une partie de la planète, notamment le croissant fertile, c'est certain, qui va aller pratiquement de la Jordanie et qui va remonter même jusqu'à l'Inde, puisqu'on va avoir la cité de Derinkouyou de Mohenjo-Daro, pardon, qui va vraiment disparaître pratiquement du jour au lendemain. On a la cité de Sodome et Gomorre. On est tous, oui, effectivement, on parle aussi de vitrification, à Sodome et Gomorre aussi, également.
Donc voilà, on est en moins 1700 avant Jésus-Christ. Là, il va y avoir même un blanc au niveau de toutes les tablettes cunéiformes. On ne retrouve plus rien pendant un siècle. C'est le blanc total. Il y a plein de choses comme ça, oui, qui fait qu'on est face à quelque chose d'une ampleur sans précédent, pratiquement. C'est pas une guerre comme une guerre de l'Antiquité, avec des gens, des belligérants qui vont venir vous exterminer. Non, là, on a vraiment quelque chose. On a même des textes, puisqu'on va, je pense par exemple dans le Mahabharata, où on va avoir des textes vraiment très parlants de colonnes de feu, de choses comme ça, mais on a aussi en Mésopotamie des textes qui s'appellent les textes des lamentations, par exemple, et on va avoir vraiment une image très très forte qui évoque énormément le champignon atomique, la guerre atomique. Hein. Je peux vous en dire très très rapidement 2-3 passages. Simplement, à un moment donné, ils disent dans ces textes, j'en ai relevé que des morceaux, une tempête, un vent mauvais tourné dans les cieux, un grand vent qui file tout en haut, un vent mauvais qui accable le pays. Une grande tempête dirigée par Anu, dont on parlait. Une explosion mauvaise annonça la tempête maléfique. Les armes terribles lancèrent d'effroyables rayons, consumant tout comme le feu. La tempête surgit dans un éclair fulgurant, un nuage dense qui amène l'obscurité, suivi de rafales de vent. Une tempête de feu qui consume furieusement les cieux. Et il y en a, voilà, c'est quand même un petit échantillon. Et on a vraiment, quand on lit ces textes, vraiment pratiquement tout ce qu'on va retrouver au niveau du champignon atomique, c'est-à-dire vraiment tout ce qui s'en rapproche, c'est-à-dire vraiment le nuage atomique qui va assombrir les cieux, les vents extrêmement violents, cette mort soudaine qui frappe. Les textes sumériens disent, oui, il passe même comme un fantôme sous les portes, c'est-à-dire même sous les portes, les gens, ça ne va pas leur accorder une seconde de plus, disent les textes. Ils meurent à la seconde, quoi, je veux dire. On n'est plus dans quelque chose de... Et on retrouve à peu près la même chose dans le Mahabharata de l'Inde. Donc voilà, j'ai eu l'impression que vraiment, il va se passer quelque chose là, et qu'à partir de ce moment-là, les dieux vont disparaître. Ces fameux dieux, même on le voit dans la Bible, on va avoir ces derniers géants qui vont disparaître. Hein, le roi Og, par exemple, dans la Bible, qui va être un des derniers géants, un des derniers représentants de son espèce, qui va disparaître aussi. Donc voilà, moi j'ai la sensation qu'il y a eu une guerre vraiment... gigantesque, une guerre presque, j'ai presque envie de dire atomique. Bon, j'aime pas ce mot parce que bon, c'est vrai qu'on a l'impression on revoit trop les guerres comme nous on les connaît, et qu'on est peut-être avec des armes complètement différentes, hein, puisque c'est vrai que la vitrification qu'on a pu trouver par exemple à Mohenjo-Daro en Inde, dans le sol, on n'a pas trouvé de radiation dans le sol. Donc, on n'est peut-être pas dans une guerre, mais par contre, on peut avoir, par exemple, des canons plasma, par exemple, hein, donc ils peuvent faire vitrifier l'argile, par exemple, mais sans avoir de radiation pour autant. Donc voilà, je veux dire simplement qu'on est vers une guerre qui n'a rien de commun avec une guerre comme on les connaît dans l'Antiquité. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, voilà, je pense que maintenant, dire, je ne peux pas répondre, moi, pourquoi les dieux nous ont créés. Moi, je dis que dans les textes, ils nous ont créés. Pourquoi? Parce que, soi-disant, ils avaient besoin de main-d'œuvre, d'une main-d'œuvre facile. C'est pour ça qu'ils auraient créé l'homme. C'est ce qui est dit dans les textes mésopotamiens. Maintenant, peut-être qu'il y a d'autres raisons qui ne nous ont pas été communiquées. Voilà, oui, c'est ça. Marduk aurait créé des Adams, des Adams qu'on traduirait par du bétail ou animal, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Donc, nous, on aurait été créés par le dieu Enki, normalement. Hein. Donc, c'est le dieu Enki qui est le dieu créateur. Et donc, il se serait servi du sang pour pouvoir générer une espèce, on va dire, un travailleur, hein, puisque c'est à partir de là, quand les dieux ont commencé à se plaindre, qu'ils ont commencé à se lamenter en descendant dans la Tsou pour pouvoir aller extraire le minerai, ils en avaient tellement marre de creuser qu'ils ont dit, à un moment donné, ils se sont révoltés. Et puis, Enki et Anu ils se sont mis en conseil avec les dieux, et là le dieu Enki a dit ben voilà, on va créer un travailleur primitif pour pouvoir seconder les dieux, pour pouvoir aller creuser dans la soupe, quoi. Et maintenant, ça c'est ce que disent les textes. Maintenant, moi je pense que si vraiment des dieux nous ont créés, ils nous ont peut-être pas créés que pour ça. Ça me paraît un petit peu...
limité pour créer, pour se donner autant de mal. Et je pense s'ils ont vraiment décidé de nous créer, je pense que ça remonte de beaucoup plus loin déjà que cette partie sumérienne. Et je pense qu'à mon avis, ils avaient peut-être simplement la curiosité d'avoir une sorte de laboratoire vivant à leur portée, se dire, bon voilà, on va essayer de voir si ça marche, de voir quelque chose, essayer de se dire, bah tiens, on va créer un homme, on va essayer de guider ses pas pour arriver à fabriquer un homme qui nous ressemble, qui soit... C'est par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, si le laps de temps pour créer cet homme, finalement, il est très réduit, est-ce que ça ne coûte pas moins cher de créer une espèce tu vois, d'androïde qui soit capable de s'auto-reproduire tout seul et de pouvoir grossir, plutôt que de créer des robots métalliques où il faut des usines, il faut du minerai. Donc d'ailleurs pour le minerai, pour pouvoir faire les robots, il faut aller le chercher, etc. Donc est-ce que finalement c'est pas le moyen le moins onéreux de se créer des robots, des esclaves humains, en leur donnant la capacité de pouvoir réfléchir, de savoir comment tenir des outils et de pouvoir utiliser leurs 5 doigts. Un robot organique, tu veux dire. Un robot organique, c'est ça. Je crois qu'on a hacké l'évolution de l'humanité, sa création, son but premier, qui doit venir parce que dans des sphères plus subtiles, se créent les mêmes hiérarchies et notions d'évolution que parmi nous. C'est-à-dire on est petit, on grandit, et plus on est grand, plus on devient adulte, majeur, et normalement, à un certain moment, on conçoit qu'on peut agrandir la famille et donc créer d'une certaine manière et en être responsable un certain temps en tout cas. Et ça correspond à une chaîne alimentaire énergétique, si on peut dire, enfin, pas qu'alimentaire d'ailleurs, mais une chaîne de causes et conséquences énergétiques qui viendrait d'espaces plus subtils jusqu'au nôtre et qui n'attend qu'une chose, c'est que nous soyons normalement aussi au niveau de devenir des êtres créateurs. Alors, actuellement, on va le dire par la pensée, les scientifiques vont dire oui, c'est ce qu'on fait. Moi, je pense que effectivement, l'être humain, il est très très mal adapté à cette planète. On est l'espèce qui d'ailleurs est la seule à payer pour vivre, mais en plus, c'est la seule qui ne sait rien faire, qui ne peut rien faire sans outils, sans rien, même sans habits. Déjà, ça va très très mal se passer. Donc là, actuellement, on est déplacé, on est implanté, soit on n'est pas implanté dans notre milieu, soit notre évolution propre, parce qu'il y a des yogis qui supportent toutes les conditions et qui a à la limite prana plus sun gazing, et la nourriture, le problème de la nourriture est résolu. Et au niveau créatif, eh ben, c'est la pensée qui devrait être alors créatrice dans une cosmologie que je ne connais pas encore, mais enfin. Alors, est-ce que toutes les théories ne seraient pas compatibles entre elles? C'est-à-dire que, est-ce qu'au final, on ne pourrait pas avoir été créé justement pour servir de robots biologiques, pour pouvoir aller extraire du minerai, pour pouvoir cultiver les champs, et cueillir du raisin pour nos dieux, etc. À un moment donné, ils sont barrés pour des raisons X ou Y. On se retrouve une humanité toute seule sur une planète toute belle, on grossit et tu as d'autres entités extraterrestres qui passent par là et qui se disent « Ah ben tiens, là il y a du repas gratos, en plus il n'y a plus de gardiens, il n'y a plus rien. » Tu vois, Marc, est-ce qu'il n'y aurait pas… ces deux possibilités ne pourraient pas être compatibles? Peut-être, mais les gardiens, à mon avis, ne sont jamais partis. Même si on a changé de gardien, on a toujours une présence qui nous parasite. Donc, quelque part, quand on crée un être qui soit biologique ou organique avec une obsolescence contrôlée, c'est pour la servir. Donc, on désactive une majorité de son ADN, on lui coupe sa partie cognitive et spirituelle pour que justement ne soit pas lui-même un créateur et supplante ces faux dieux qui nous ont créés. Quelque part, où est le libre arbitre? Moi, je pense que le sujet principal ici, c'est quand avons-nous eu un réel libre arbitre sur notre volonté de créer? Parce que si on était évolué, on avait appris de notre expérience passée, on n'aurait plus de guerre, on n'aurait pas laissé ces lignées multimillénaires nous diriger, c'est 1% parasiter toute la planète. Donc non, il y a une mauvaise répartition des rôles et cette hiérarchie d'asservissement ne peut plus durer longtemps. C'est pour ça qu'on se dirige
en tout cas ces faux dieux qui nous dirigent toujours par le biais des marionnettes qui le contrôlent, nous dirigent vers un transhumanisme, la fusion de l'homme et de la machine pour pouvoir instaurer ce contrôle technologique de nos corps biologiques en tout cas. Ouais. Bétail un jour, bétail toujours. Éprouvette, tu vois, c'est un peu on vient d'une éprouvette, on a été créé génétiquement comme OGM et on voudrait nous faire revenir, dixit Jacques Attali, n'est-ce pas, vers un eugénisme par éprouvette, comme dans Gattaca par exemple, le film Gattaca où chacun est prédéterminé par son ADN ce qu'il va faire dans la société. C'est pas Gattaca? Bienvenue à Gattaca. Gattaca. Ouais. Ouais, donc ce que je disais, c'est bétail un jour, bétail toujours. Allez, moi j'ai une dernière question à Bleuette pour finir cette passionnante conversation qu'on pourrait faire durer des heures et des heures, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Moi, il y a une espèce qui m'a toujours interpellé, c'est celle de l'homme de Néandertal. Quelle est la place dans tout ce qu'on vient de décrire voilà. Quelle est cette place, celle de l'homme de Néandertal? Finalement, il vient d'où? Est-ce que c'est un cousin? Est-ce que c'est un frère? Est-ce que c'est l'évolution qu'on aurait dû être s'il n'y avait pas eu intervention? Alors, Néandertal, oui, c'est un cousin très très proche, puisque nous avons entre 2 et 4% de gènes Néandertal en nous. Longtemps, on a pensé que Homo sapiens, quand il a migré du Proche-Orient ancien et quand il est arrivé donc vers l'Europe, il a détruit Néandertal, donc il y a eu des guerres, des choses comme ça. Et puis on s'est aperçu, quand on a décodé notre propre génome et le génome aussi de l'homme de Néandertal, on s'est aperçu qu'on avait quand même entre 2 et 4% de gènes de l'homme de Néandertal en nous. Donc voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait eu forcément déjà donc des mariages entre eux, puisqu'il y a eu des fruits, puisque nous en faisons partie. Et donc, ça veut dire une chose, c'est qu'on était quand même génétiquement assez proches pour pouvoir pouvoir se marier entre nous, avoir des enfants. Donc, il fallait quand même qu'on soit assez proche de lui. Mais on sait une chose, c'est que Néandertal n'est pas de notre espèce à nous. Il fait partie du genre Homo, mais c'est pas Homo sapiens. Néandertal, il s'est vraiment adapté, par exemple, au froid, etc. Donc, il avait une peau claire, il avait donc des cheveux très certainement blonds ou roux, et il était beaucoup plus robuste, il avait une arcade sourcilière beaucoup plus prononcée, voilà. Donc, il était quand même différent de nous. Et on pense très certainement aussi que il n'avait pas, par exemple, au niveau du gène FOXP2 dont je parlais tout à l'heure, il était présent chez lui, mais il n'avait pas subi la mutation que Homo sapiens va avoir à un moment donné de son évolution, vers moins 40 000 ans à peu près. Et donc, la position du larynx n'était pas suffisamment descendue pour pouvoir parler de la même façon que nous. Il parlait très certainement, il avait certainement un langage, il avait une forme d'intelligence, ça c'est sûr et certain, mais il n'avait pas la complexité de notre langage et il n'avait pas les mêmes réseaux sociaux, les mêmes. Voilà, il était beaucoup plus. Il vivait plus ou moins en autarcie par petits groupes. Il n'a pas su lui, vraiment, se mélanger, pouvoir, comme Homo sapiens, à réussir vraiment à avoir des réseaux beaucoup plus prononcés. Et je pense que c'est ça qui a fait qu'il a disparu. Il n'est pas disparu parce que c'est pas Homo sapiens qui l'a détruit, mais il n'a pas su vraiment s'adapter. Et Homo sapiens, lui, s'est très très bien adapté, très certainement par le biais du langage, très certainement, parce que il faut pouvoir parler pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir aller au-delà, aller bien plus loin. Et Néandertal, il est resté vraiment trop en autarcie dans des petits groupes. Et je pense que c'est ça qui a amené son extinction, très certainement. Donc voilà, mais il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'homme de Néandertal, notamment en génétique, mais là, on n'a pas le temps c'est pour ça que j'en parle longuement, moi, dans mon livre, que Néandertal, toutes les différences qu'on voit, qui sont vraiment bien précises avec Homo sapiens et qui ont amené son extinction. Parce que c'est vrai qu'on est très proche de lui, on est cousins, mais pourtant,
Néandertal a disparu, et pas nous. Donc, il faut bien essayer de se comprendre pourquoi. Pourquoi nous, on a réussi à subsister et pas lui. Donc, voilà, donc il y a forcément une raison. Et cette raison-là, je pense que maintenant, les spécialistes l'ont prouvé, je pense que les paléontologues l'ont compris, c'est vraiment ce manque d'adaptation. Il n'a pas su s'adapter et une des raisons principales de ce manque d'adaptation, c'est le fait qu'au niveau du langage, nous avons réussi, grâce justement au gène FOXP2, à avancer, c'est-à-dire à avoir une syntaxe beaucoup plus évoluée et une intelligence accrue grâce à ça, et que Néandertal ne l'a pas eu, lui, alors qu'on était contemporains. Voilà. Donc moi, là aussi, j'y vois le fait que ce gène FOXP2, qui est typiquement humain, ce gène FOXP2 n'est pas apparu comme ça par hasard. Je veux dire, c'est vraiment à un moment donné. Et il est apparu en moins 40 000 ans. Donc, moins de 40 000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est au moment où Homo sapiens va vraiment quitter toute cette partie du croissant fertile pour vraiment s'implanter en Europe. D'accord. Il y a 280 000 ans, il y avait une civilisation en Amérique du Sud qui a fait bannir d'ailleurs une archéologue, je n'ai plus le nom en tête, par ses confrères, puisque 280 000 ans, ça ne correspond pas du tout à toutes les dates qu'on a proposées jusqu'à maintenant pour l'évolution humaine, sa civilisation. Et là, voilà, il y avait des civilisations en Amérique du Sud il y a 280 000 ans. Alors, moins 300 000 ans, c'est l'arrivée d'Homo sapiens. Hein. Donc, c'est la naissance d'Homo sapiens, à l'heure actuelle, elle est à moins 300 000 ans. Moi, maintenant, moins 280 000 ans, pourquoi pas? Il y a peut-être eu, moi je ne suis pas au courant de cette chose-là, mais bon, c'est vrai que c'est l'arrivée d'Homo sapiens. Homo sapiens va naître à peu près aux alentours de moins 300 000. Pour toi, la dernière des dernières interventions, elle aurait eu lieu quand? Ce serait celle-ci, l'arrivée de ce gène P2, ou est-ce qu'il y en aurait eu encore une, à ton avis? Pour moi, il y a moins 12 000 ans. Oui, moins 12 000 ans, au moment où vraiment, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes devenus vraiment ce qu'on appelle des brachycrânes, c'est-à-dire vraiment ce moment-là, après, à mon sens, non. Moi, je pense que c'est le moment final, c'est vraiment quand on est devenu ce qu'on est à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire, je pense que depuis, on n'a pas changé. Quoi. Donc, c'est à partir de ce moment-là. C'est au moment aussi où, par exemple, les yeux, la couleur des yeux va changer. C'est-à-dire, moins 10 000, moins 12 000, les premiers yeux bleus vont apparaître en même temps. Hein. Donc, on a plein de choses comme ça qui va faire qu'à ce moment-là, on a vraiment un changement physique qui va apparaître à ce moment-là. Et la couleur des yeux, par exemple. Hein. Donc, voilà, là, c'est un petit peu long à dire. Moi, ce que je voudrais dire aussi, une petite chose que j'aimerais rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que par rapport aux dieux, on est en train de leur ressembler. Hein. Je veux dire, ici, vraiment, ils nous ont créés. On peut dire que oui, on a vraiment une filiation avec ces gens-là parce qu'on reproduit finalement tout ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire les guerres, la destruction massive, et puis maintenant aussi, pareil, le fait qu'on est capable, à l'heure actuelle, de faire de l'ingénierie génétique. Vraiment, on est capable de faire je sais pas, des hybrides, des choses comme ça. Et c'est ce qu'ils ont fait avec nous, et c'est ce qu'on est en train de reproduire. Donc, je pense que les erreurs qu'ils ont pu commettre, on est en train de les reproduire. Voilà, comme des enfants avec leurs parents, hein, exactement. Hein. Mais alors, le on, c'est qui? Parce que ce n'est pas la majorité des humains, je suis désolé. Ouais. On est le fruit d'une ingénierie sociale et génétique totale. C'est toujours 1% de prédateurs qui nous infligent ces technologies et qui se les gardent pour eux. C'est-à-dire les énergies libres sont gardées pour eux, ces chasses gardées, on continue avec les hydrocarbures, le nucléaire et tous les trucs dangereux, et on continue les guerres sous des faux prétextes. Les guerres climatiques également existent, hein, on a des brevets depuis 1947, donc c'est pour s'en servir, c'est pas pour faire semblant. Donc on voit bien que ce sont les mêmes dieux, les mêmes lignées qui sont toujours là, c'est 1% au pouvoir, qui reproduisent non pas les mêmes erreurs, mais les mêmes stratégies qu'eux-mêmes ont appliquées depuis toujours. Donc pourquoi culpabiliser toute l'humanité alors que c'est ces 1% qui nous infligent ces technologies et ces empoisonnements, ces guerres perpétuelles? C'est vrai, quelque part, pourquoi l'humain serait coupable? C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Marc, parce que tu vois, j'ai failli citer une phrase de la Bible
et Dieu créa l'homme à son image. Et c'est vrai qu'on a tous été élevés depuis des milliers d'années avec cette idée en tête qu'on est à l'image de nos dieux, mais ça se trouve, contrairement à ce qu'évoque Bleuette, et pour aller dans ce que toi tu dis, dans le sens de ce que tu dis, c'est que ce fameux 1% de personnes qui nous dirigent, qui sont à l'image de nos dieux, et qui sont sûrement peut-être nos dieux, et nous ne faisons que subir, et nous ne reproduisons en rien les méfaits de ces dieux-là. On ne cherche pas la guerre, on ne cherche pas le chaos, au contraire, on cherche la paix, la sérénité, l'amour. Donc en tout cas, c'est vraiment à méditer, parce que il y a peut-être effectivement une notion de culpabilisation qui est ancrée en nous, et qu'il faudrait qu'on arrive à se défaire. Ok. Voilà, en tout cas, c'était une conversation des plus intéressantes. Alors moi, j'ai estimé à peu près l'âge de Pam à moins 10 000 ans, tu vois, par rapport à tout ce que tu viens de décrire, mais je ne suis pas sûr à 1 ou 2 000 ans près, je ne suis pas encore tout à fait sûr, parce que lui, il n'a pas changé. Hein, Non, mais j'espère qu'il n'a pas très changé, pas trop. Entendu. Bon, allez, messieurs, dames, pour finir quand même, j'aimerais juste citer une partie de la bibliographie de Bleuette. Alors, Bleuette a commencé, je crois que c'est en 2014, hein, avec 3 romans. Je pense que c'était peut-être plus par timidité qu'autre chose. Tu as mis ça sous forme de romans. Donc, ça s'appelle le premier... donc le sceau du Temple Noir, Sumerian Codex. Le second, c'est Lapis ex coelis, qui signifie la pierre tombée des cieux. La pierre tombée des cieux. Et le troisième, qui est ici, le disque de Joseph d'Arimathie. Alors, pourquoi je dis ça peut-être par timidité, parce que dedans, tu mets quand même déjà un certain nombre d'informations sous forme de roman que tu assumes complètement aujourd'hui. Voilà, bah oui, j'ai commencé comme ça, parce que je me suis dit, après tout, puis bon, j'aime aussi la littérature, j'adore les romans, voilà, j'ai commencé comme ça, et puis après, bah, j'ai écrit des essais. Voilà, j'avais écrit de Göbekli Tepe à Sumer, mais il est épuisé, il n'existe plus parce que j'ai changé de maison de l'édition, donc il est complètement épuisé. Et voilà, donc je viens de sortir donc celui-ci qui s'appelle La jeunesse de l'humanité. Et le prochain va sortir fin octobre, début novembre, il s'appellera Les dieux civilisateurs. Voilà. Donc ça, il n'y en a plus pour très longtemps. Ouais, d'ici la fin d'année, au pire, vous l'aurez sous votre sapin de Noël. Voilà, exactement. Bleuette, eh bien, écoute, je te remercie vraiment d'être venu participer à cette conversation ce soir. Bon, c'est vrai qu'on a mélangé un petit peu science et puis ufologie, mais bon, je pense que les deux se mariaient bien, même s'il y avait des avis différents. Nos auditeurs nous diront. Je te souhaite une belle continuation, et on va te retrouver sur Miasme TV très bientôt avec José Bouillon, qui va approfondir avec toi justement le sujet de ton dernier ouvrage. Ben, je vous remercie tous, hein, José qui m'a invité, puis toi, Antoine. Et puis, j'ai trouvé qu'on a eu une conversation, justement, beaucoup plus enrichissante, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes points de vue, mais justement, hein, la discussion jaillit de la lumière, comme on dit. Donc voilà, merci de m'avoir donné votre point de vue, de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Merci beaucoup. Avec plaisir. Marc. Je vais terminer avec une citation de Robert Charroux, que vous connaissez tous, puisqu'on parlait de néo-évémérisme. Hein. Robert Charroux, qui était un écrivain français des années 70, dans son livre « Le livre des maîtres du monde », il a dit ceci. Alors, je vais terminer avec sa citation. « Un initié est celui qui sait un peu, tait beaucoup, révèle souvent, car il n'y a rien de caché qui ne doive paraître en public. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Voilà, je voulais terminer avec cette citation de Robert Charroux, qualifié de néo-évémériste, lui, dans les années 70, avec ses ouvrages sur l'archéologie interdite. Ah bah écoute, c'est une très bonne citation. C'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas citer Robert pendant cette émission. Merci Marc, et puis au mois prochain, dans un prochain épisode de « Et si on parlait vraiment d'ufologie ».
Et puis, eh bien, Pam, merci aussi d'être passé. Eh bien, ce fut un plaisir. Je suis ravi d'avoir pu me frotter l'entendement avec le vôtre, et notamment celui de Bleuette. Et je lui souhaite un grand courage, car lorsqu'on parlait d'archéologie interdite, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. C'est parfois dangereux en plus, au-delà de se faire expulser des cercles autorisés, il en va parfois de nos vies de famille, de nos vies professionnelles. Donc, grand courage et bravo. Bravo Bleuette et bonne chance pour le nouveau livre qui va sortir. Merci beaucoup, merci à tous les deux et puis bonne continuation à tous surtout. C'est vrai que ça demande du courage, c'est vrai que dans le monde actuel, il faut du courage pour avoir le droit à ses opinions, on va dire, ouais, c'est vrai. Je suis bien d'accord avec Pam. Ok, allez, merci à tous et puis à très très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, bien, si vous avez apprécié cette émission, eh bien, venez nous rejoindre sur Tipeee, devenez vous aussi des coproducteurs des émissions de Miasme TV sur Tipeee. Voilà, c'est grâce aux dons de tous ces coproducteurs que nous pouvons vous proposer chaque mois des émissions comme ici on parlait vraiment d'ufologie et aller toujours plus loin dans la recherche et dans la réflexion. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de cette émission. Merci pour votre fidélité et je vous dis à très très bientôt sur Miasme TV. Et n'oubliez pas de vous inscrire aussi à la newsletter que vous retrouverez sur le site miasme.com pour être informé de toutes les sorties des émissions de Miasme TV. Allez, ciao ciao et à très bientôt.